Je souhaiterais vous remercier d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont parcouru de longues distances pour être avec nous aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer nos amis de la presse française qui nous ont rejoints. وأنا حابب كمان سلم على كل الأصدقاء اللبنانية. أنا اليوم فخور كون لبناني لأنه إذا في بلد بالعالم وقف معي بهالصعوبات هو لبنان. As you can imagine, today is a very important day for me. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour moi. Cela fait de nombreux jours que j'y pense. Cela fait plus de 400 jours depuis que j'ai été brutalement placé en détention. Et le monde tel que je le connaissais a été détruit. On m'a retiré à ma famille, à mes amis, à mes communautés. On m'a retiré à Renault-Nissan et Mitsubishi. Et les 450 000 collaborateurs qui travaillent au sein de ces deux entreprises. Je n'ai pas fait l'expérience d'un seul moment de liberté depuis le 19 novembre 2018. Il est absolument impossible pour moi de trouver les mots pour le décrire. On m'a donc privé de ma liberté. Je souhaiterais encore une fois dire toute ma reconnaissance à ceux qui m'ont permis d'être réunis avec ma famille, aujourd'hui avec mes proches. Aujourd'hui, je me souviens de ce jour, il y a précisément un an, lorsque je me suis présenté à vous et aux juges et aux procureurs japonais à Tokyo. J'ai plaidé en faveur de mon innocence. Je l'ai fait alors même que j'étais menotté. J'étais tenu par une laisse autour de ma taille, une laisse qui a été utilisée pour me mener jusqu'à la salle de l'audience. J'étais sur le point d'être placé en cellule d'isolement de façon indéfinie après plusieurs tentatives d'obtenir une libération sous caution qui avaient échoué. J'avais passé Noël et le Nouvel An seul en cellule d'isolement. Et je n'avais pas pu m'entretenir avec ma famille depuis plusieurs semaines, depuis 6 semaines. Mes seuls contacts avec eux étaient des lettres qui m'étaient montrées par les avocats par le biais d'une glace, d'une fenêtre. Donc j'ai été interrogé pendant plusieurs mois, jusqu'à 8 jours 8 heures par jour, sans présence d'avocat, sans même comprendre quelles étaient les accusations portées à mon encontre. Je n'avais pas accès aux éléments de preuve qui étaient censés fonder ces accusations sans fondement. On m'a dit qu'il fallait avouer. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce que le procureur m'a dit à plusieurs reprises. Et il y a des enregistrements. Je vous encourage à consulter ces enregistrements. Et vous pouvez voir combien de fois ils m'ont dit, eh bien, vous devez avouer et tout sera terminé. Si vous ne donnez pas vos aveux, nous allons vous poursuivre, mais également votre famille. Et nous allons découvrir de nombreuses choses. Jour après jour, je me réveillé le matin lorsque je réussissais à dormir la veille et je devais prendre une décision. Est-ce que je continuais de clamer mon innocence ou est-ce que je décidais d'accéder à leur requête? Il n'y avait aucune issue au bout du tunnel et ce sont des conditions qui sont restées les mêmes jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Je dois dire que je ressentais un profond désespoir et tous les jours, pendant plus de 130 jours de détention, tous les jours, je me suis battu afin de clamer mon innocence. Lorsque finalement on m'a libéré sous caution pour la première fois, j'ai essayé d'exprimer auprès du public tout ce que je ressentais, eh bien, on m'a replacé en l'espace de 24 heures en cellule d'isolement, un isolement qui va à l'encontre de façon flagrante des normes de l'ONU en matière de justice. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est une journée extrêmement importante pour moi. Je ne suis pas ici pour vous expliquer comment j'ai réussi à quitter le Japon, même si je comprends bien
que cela suscite votre intérêt. Non, je suis ici pour vous expliquer pourquoi j'ai quitté le Japon. Pour la première fois, depuis le début de ce cauchemar, j'ai la possibilité de me défendre, de parler librement et de répondre à vos questions. C'était facile de taper sur moi lorsque j'étais derrière les barreaux. C'était, bien entendu, facile de me dénigrer tel que j'ai été dénigré. Pas seulement au Japon, malheureusement. Mais désormais, je vais avoir la possibilité de parler de faits, de donner d'éléments de preuve et, je l'espère, vous allez découvrir la vérité non pas telle qu'elle a été inventée de toutes pièces par celles et ceux qui m'accusent ou ceux qui se sont ralliés à ces accusations ou les complices au Japon, mais pas seulement. Vous allez avoir la possibilité de découvrir la vérité. J'espère que vous pourrez la découvrir aujourd'hui avec moi. Alors, je ne suis pas ici pour me présenter en tant que victime. Je suis là pour mettre toute la lumière sur un système qui va à l'encontre des principes fondamentaux de l'humanité. Je suis ici pour blanchir mon nom et pour vous expliquer de façon explicite ce qui a été perçu comme une hérésie par le système judiciaire japonais. Ces allégations sont fausses. Et je n'aurais jamais dû être arrêté. Tout d'abord, je souhaiterais commencer par remercier toutes celles et ceux qui m'ont soutenu au cours de ce véritable calvaire. Il y a eu une campagne systématique orchestrée par une poignée d'acteurs qui souhaitaient détruire ma réputation et souiller mon nom. Et donc, je ne peux pas trouver les mots pour dire à quel point je suis reconnaissant vis-à-vis de ma famille pour son amour infaillible. Ma femme, Carole, mes 4 enfants, mes 3 sœurs, ma mère, les enfants de Carole et sa famille, car tous mes proches ont traversé une période extrêmement difficile. Ce sont les médias qui leur ont appris que j'étais placé en cellule d'isolement. Ils n'avaient pas le droit de me parler pendant des mois. Ils ont été ciblés sans relâche par des diffamations dans les médias. Tout cela a été orchestré par les procureurs japonais, par les cadres de Nissan et malheureusement par de nombreux complices. Et je pense à mes amis qui m'ont soutenu, mais également les nombreuses personnes anonymes qui m'ont envoyé des lettres de soutien lorsque j'étais dans le centre de détention au Japon. Je pense également aux autorités libanaises et aux citoyens libanais qui n'ont cessé de me faire confiance. Ils ont montré au monde que pour un petit pays, les Libanais ont vraiment le cœur sur la main et une grande âme. Je pense également à mes avocats à travers la planète qui ont courageusement décidé de se battre pour moi, mettant en péril leur carrière afin de lutter contre un système corrompu et hostile qui est parti du principe dès le premier jour que j'étais coupable et qui souhaitait véritablement briser mon moral et m'obliger à avouer. Je souhaite également remercier les avocats, les militants des droits de l'homme qui, à travers la planète et tout particulièrement au Japon, se sont battus d'arrache-pied afin, envers et contre tout, d'améliorer le système japonais qui est actuellement un système véritablement hostile et inhumain. C'est un système qui n'a cure de la vérité, du principe de procès équitable, des principes de liberté fondamentale et des normes judiciaires communément acceptées. Je souhaiterais également prendre le temps de faire référence à Greg Kelly, un homme honorable, un mari, un père qui a été de façon brutale enlevé à sa famille ce jour de novembre. Il a été convoqué à Tokyo sur la base d'accusations sans fondement alors qu'il devait rester chez lui pour une opération chirurgicale importante. Greg est victime de ce système japonais qui vous tient en otage. Il ne sait pas encore quand aura lieu son procès. Cela fait 14 mois qu'il a été arrêté. Mon calvaire a fait la une des journaux, mais nous ne devons pas oublier ce que vit actuellement Greg Kelly et ce que vivent ses proches au quotidien, lui qui est détenu par le système japonais. Il est puni précisément car c'est un homme d'honneur qui refuse de participer à ces accords, ces plaidoyers de négociation avec Orinada et Onuma et probablement bien d'autres.
Grâce à la fuite d'informations mensongères systématiques qui déforment la vérité, grâce au retrait délibéré d'informations de la part des procureurs et de Nissan qui refusent de divulguer ces informations, on est parti du principe que j'étais coupable et le seul objectif de ce système, c'est d'obtenir des aveux et d'avoir des négociations de plaidoyer sans égard pour la vérité. J'en suis venu à apprendre que mon calvaire, qui est inimaginable au cours de ces 14 derniers mois, résulte de la décision prise par une poignée d'individus sans scrupules qui travaillent pour Nissan, pour un cabinet d'avocats, et ce, avec le soutien du parquet de Tokyo. Et il est important pour moi d'insister sur le fait que je ne suis pas au-dessus de la loi et que je souhaite que la vérité puisse jaillir et que je puisse blanchir mon nom, ainsi que ma réputation. Je n'ai pas décidé de me soustraire à la justice. J'ai décidé de fuir l'injustice et la persécution politique. Pendant 400 jours, j'ai été placé en détention au sein d'un système qui refusait de rendre justice à mes droits et par conséquent, je n'avais d'autre choix que de me protéger et de protéger ma famille. C'était une décision difficile à prendre et c'est un risque que l'on prend lorsque l'on est déterminé à éviter un procès inéquitable. En effet, dans l'ombre, d'aucuns ont essayé d'obtenir de ma part des aveux, une conviction. Leur seul objectif, c'est de sauver la face. Mais les faits, la vérité, la justice, tout cela, ils n'en ont cure, encore une fois. C'est la décision la plus difficile de ma vie. Mais nous ne devons pas perdre de vue le fait que je faisais face à un système où le taux de condamnation est de 99,4%. Et je pense qu'à vrai dire, pour les étrangers, le taux de condamnation est encore plus élevé. La légitimité d'un système judiciaire ne devrait pas reposer sur le taux de condamnation, mais au contraire sur la confiance que l'on peut placer en ce système, car ce système doit œuvrer en faveur de la vérité et en faveur d'un procès équitable. Ce sont les procureurs, avec l'aide d'individus sans scrupules, ce sont les procureurs, ce sont les cadres de Nissan qui ont essayé, qui ont en fait entaché la réputation du Japon à l'international. Ce sont eux qui alimentent ce système, qui contribuent à ce système qui est extrêmement anachronique, alors que le Japon est un pays extrêmement moderne. Donc ce sont ces individus qui devraient être tenus de rendre des comptes. Les accusations à mon encontre ne sont pas corroborées. Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu une fuite d'informations de la part du parquet auprès de la presse contre la loi japonaise? Comment se fait-il qu'ils aient refusé de divulguer certaines informations qui prouvent mon innocence? Comment se fait-il qu'ils aient décidé de retarder encore et encore, 13 mois après, qu'ils aient décidé de retarder la publication de la date de procès? Comment se fait-il qu'ils aient décidé de proroger les délais de l'enquête? Comment se fait-il qu'ils m'aient arrêté de nouveau, qu'ils aient saisi tous les documents qui me permettent de me défendre? Pourquoi est-ce qu'ils s'obstinent à m'empêcher de parler et de participer à une conférence de presse au cours de laquelle je pourrais clamer mon innocence et présenter ma version des faits? Pourquoi ont-ils passé 14 mois à essayer de briser ma volonté? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont interdit d'avoir des contacts avec mes proches? Et pourquoi est-ce qu'ils ont surveillé mes moindres agissements? Avant de répondre à vos questions, qui seront nombreuses, je le sais, je vais tenter de vous donner quelques réponses. 5 thèmes principalement que je vais aborder. Tout d'abord, pourquoi? Comment expliquer tout cela? Comment l'expliquer? Deuxième chose, comment est-ce que tout cela s'est produit? Je vais vous dire quel a été mon calvaire au cours de ces 14 derniers mois. Ensuite, nous allons revenir sur les 4 chefs d'accusation qui ont été portés à mon encontre. Je vais vous les expliquer. Nous allons également parler des accusations qui sous-tendent cette campagne de dénigrement que l'on retrouve dans les médias, avec de nombreuses interprétations rocambolesques. Et malheureusement, il y a même des personnes officielles qui ont pris position de façon pas très rigoureuse. Et enfin, je vais vous parler de Renault et de Nissan.
Où en sont ces entreprises un an après? Quelle est la situation de ces trois entreprises, Nissan, Renault et Mitsubishi? Et enfin, je vous donnerai la possibilité de poser des questions. Donc nous allons commencer par la première question, pourquoi? Alors, si c'est un complot, une conspiration, si c'est quelque chose qui a été orchestré de toutes pièces, pourquoi? Comment l'expliquer? Eh bien, il y a deux raisons à cela. Il y en a beaucoup d'autres, mais les deux principales raisons sont les suivantes. Première raison, Nissan a une performance qui est sur le déclin, malheureusement depuis le début de l'année 2017. Je souhaite vous rappeler qu'au mois d'octobre 2016, j'ai décidé de prendre la distance vis-à-vis des opérations de Nissan, car j'ai signé un accord avec Mitsubishi pour prendre le contrôle de plus de 40% de Mitsubishi, et Mitsubishi avait besoin de mon aide. Voilà pourquoi j'ai pris de la distance pour devenir président du conseil d'administration de Mitsubishi, pour soutenir le président de cette entreprise, pour permettre le redressement de cette entreprise. Et donc, ce qui a été proposé, c'est d'être le co-PDG. Et à ce propos, les PDG ne sont pas nommés par leurs prédécesseurs. Ils sont nommés par le Conseil. Ils sont proposés par le prédécesseur, mais c'est la décision du Conseil. Donc lorsque certains disent « M. Bolloré a été nommé par M. Ghosn », ce n'est pas vrai. Il a été nommé par le Conseil. C'est moi qui l'ai proposé, certes, mais il a été nommé par le Conseil. Donc lorsqu'ils disent « il a été nommé par M. Ghosn », il n'a aucune légitimité. C'est faux. C'est faux. Les membres du Conseil de Renault ont voté à l'unanimité pour le nommer en tant que PDG. Et 9 mois après, ils l'ont destitué à l'unanimité. C'est ça la réalité. Donc j'en reviens à la question de Mitsubishi. Son PDG a été nommé en 2016. Donc, j'ai promis qu'un jour, après avoir PDG pendant 17 ans au sein de Nissan, donc j'ai laissé la main à cette personne, une entreprise qui, en 1999, était morte. Et une entreprise qui a été redressée, qui était désormais rentable et qui affichait une croissance, qui était respectée, une marque qui n'en était vraiment pas là en 1999 et qui pourtant est maintenant l'une des 16 plus grandes entreprises du monde. Voilà ce que je lui ai laissé et je lui ai dit maintenant c'est à toi. Je vais me tourner vers Mitsubishi pour les aider, pour aider Renault et c'est à toi que revient la direction de Nissan. Malheureusement, alors un PDG reste en place tant qu'il est performant. Moi je suis resté 17 ans à la tête de Nissan. Pourquoi? Car j'étais Carlos Ghosn, j'étais là. Pourquoi? Parce que j'avais une bonne performance, parce que l'entreprise a affiché une croissance, de la rentabilité, généré des dividendes. Voilà pourquoi je suis resté en poste. Malheureusement, en 2017, nous avons observé un déclin dans la performance de l'entreprise. Alors bien entendu, il y a eu des discussions un petit peu douloureuses. En 2018, de nouveau, un déclin, des discussions douloureuses, mais c'était lui, le PDG, c'était lui qui en était responsable. Donc c'est lui qui doit trouver une solution avec ses collaborateurs. Donc il y avait une certaine tension dans la direction, notamment la direction qui a perdu patience. Et lorsqu'il y a une perte de patience, eh bien, il y a des changements. Deuxièmement, nous devions en revenir à l'histoire de ces entreprises. Florent Gelot, en France, a été nommé. Il y avait 2 droits de vote pour les actionnaires qui sont là depuis plus de 2 ans. Une décision qui a été prise. En tant que conseil de Renault, c'est nous qui avons proposé cette règle et nous avons le droit, en vertu de la loi. S'il y a plus de 2 tiers des actionnaires qui sont favorables et qui votent pour promulguer cette règle, c'est possible. Nous n'avons pas réussi car, comme vous le savez, l'État français a augmenté sa part dans le capital de l'entreprise et a bloqué la majorité des 2 tiers, alors que la plupart des actionnaires étaient de notre côté, mais nous n'avons pas pu atteindre la barre des 2 tiers des actionnaires. Ce qui a créé beaucoup d'amertume chez nos amis japonais, au sein de la direction de Nissan, mais pas seulement, le gouvernement japonais. Pourquoi cette amertume? Eh bien, ils considéraient que ce n'était pas juste. Nissan possède 40% de Renault et pourtant n'a aucun droit de vote, alors que l'État français, qui possède 15% de Renault, a le double droit de vote. Nous avons essayé de l'expliquer aux Japonais, en vain malheureusement.
Et c'est là que tout a commencé, car il y a commencé à avoir une certaine méfiance de la part de nos collègues japonais en ce qui concerne les constructeurs automobiles, mais également vis-à-vis de moi, tout particulièrement lorsque l'on m'a demandé, avant le renouvellement de mon mandat, d'ailleurs je n'ai pas demandé à ce que mon mandat soit renouvelé, moi j'étais prêt à prendre ma retraite avant le mois de juin 2018, on m'a demandé, on m'a dit que j'étais la personne la mieux placée pour continuer la suite, et malheureusement j'ai accepté cette offre. Et l'une des raisons pour lesquelles je me trouve dans cette situation aujourd'hui, c'est probablement car j'ai accepté cette proposition de continuer à mon poste et de continuer de poursuivre la convergence, l'intégration de ces deux entreprises en respectant tout le temps l'autonomie de ces deux entreprises. Car c'est ma conviction, en tant que manager, une entreprise ne peut être forte lorsque certaines personnes pensent qu'elles sont marginalisées. Je souhaite que les Japonais soient fiers de cette alliance. Je souhaite que Renault soit fier de cette alliance. Je ne souhaitais pas qu'il y ait des citoyens de seconde classe. Je souhaitais que ces deux entreprises soient autonomes et j'ai proposé pour ce faire un système. Malheureusement, ce qui faisait défaut, c'était la confiance. Et certains de nos amis japonais ont pensé que la seule façon de se débarrasser de l'influence de Renault vis-à-vis de Nissan, c'était de se débarrasser de moi. Et ils avaient raison, malheureusement, car regardez ce qui se passe aujourd'hui. Renault a très peu d'incidence sur les opérations de Nissan. Vous savez bien que les Japonais, en fait, ont eu raison lorsqu'ils se sont dit qu'il y aurait moins d'influence de la part de Renault en se débarrassant de moi. Alors, malheureusement, les résultats escomptés de leur part n'ont pas été atteints. Leurs attentes ont été déçues. Qui sont les individus concernés? Je vais vous donner des noms. Je vous l'ai promis. Qui a fait partie de cette conspiration? Saikawa, bien entendu, Ainada également, et Onuma. Car ils se sont présentés, mais il y en a d'autres. Toyoda, membre du conseil, était le lien entre le conseil de Nissan et les autorités. Je peux vous dire ce qui s'est passé au sein du gouvernement japonais. Je peux vous donner des noms, je les connais. Cependant, je suis au Liban, je respecte le Liban et je respecte l'hospitalité qui m'a été réservée par les autorités libanaises. Par conséquent, en aucun cas je ne souhaite dire quoi que ce soit qui pourrait compliquer la tâche des autorités libanaises. Voilà pourquoi je vais rester silencieux sur cette question, car je ne souhaite pas, en aucun cas, vous montrer quoi que ce soit ou faire quelques déclarations que ce soit qui pourraient saper les intérêts des autorités libanaises et du peuple libanais. Voilà pourquoi j'en resterai là. Kawaguchi, Imazu, auditeur en chef, Toyoda, voilà les principales personnes. Il y en a d'autres qui ont participé, bien entendu, et j'ai tous les noms. Je préfère en rester aux principales personnes impliquées. Je vais vous parler de certains procureurs, des personnes tels qu'un cabinet d'avocats LW que Nissan utilisait par le passé, qui continue à aider Nissan alors même qu'ils, à vrai dire, vont à l'encontre de certains des conseils qu'ils nous avaient prodigués à l'époque. Donc, c'est une histoire très longue, mais je vais essayer de me contenter de vous expliquer qu'en est-il du déclin. Donc, il y a eu un déclin de la performance de la part de Nissan, il y a eu une méfiance de la part des Japonais. Voilà les deux principales raisons qui expliquent ce qui s'est passé. Deuxième question, comment est-ce que tout cela s'est produit? Le 19 novembre 2018, j'ai été arrêté. Je ne m'attendais à rien, je n'avais aucun soupçon. Pourquoi? Car je n'étais plus le PDG. J'étais président du conseil, donc je déléguais l'autorité. D'aucuns m'ont demandé, mais comment? Vous n'aviez aucun soupçon? Vous n'aviez aucune suspicion, vraiment? Et à vrai dire, c'est un collègue, l'un de vos collègues des États-Unis qui m'a posé cette question et j'ai dit « Et Pearl Harbor, est-ce que vous l'aviez anticipé, Pearl Harbor? Est-ce que vous saviez ce qui allait se passer à Pearl Harbor ?» Donc vous êtes en train de me dire « Comment se fait-il que je n'ai rien remarqué? Je n'étais même pas dans mon... Alors que moi, je n'étais même pas dans mon pays. Comment se fait-il que je n'ai pas vu
tout ce mensonge inventé de toutes pièces, comment se fait-il que je n'ai rien remarqué? Eh bien, car c'est vrai que lorsque tout cela est préparé de façon confidentielle, de façon secrète, eh bien, on est surpris, et j'ai été surpris. Il y a eu une arrestation montée de toutes pièces. On m'a dit, je ne le savais pas, que le monde, en fait, le monde a appris que j'avais été arrêté à bord de l'avion. Ce n'est pas vrai. J'ai été arrêté à l'aéroport. Je suis descendu de l'avion, je suis arrivé à l'immigration. Ils m'ont dit il y a un problème avec mon visa. Ils m'ont mis dans une petite salle et c'est là que j'ai été mis face à face avec des procureurs sans scrupules qui m'ont dit vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone portable. Je savais à ce moment-là que j'étais arrêté et je ne savais pas du tout ce qui était en train de se passer. Étant donné que j'ai été surpris, je leur ai dit, est-ce que je peux au moins appeler Nissan pour que Nissan envoie un avocat? Moi, je ne savais pas que c'était Nissan qui tirait les ficelles et que tout cela avait été orchestré bien auparavant entre l'entreprise et le parquet. Voilà comment les choses se sont produites. Et par la suite, ils m'ont envoyé au centre de détention de Kosugi. Il a fallu 5 heures. Il y a eu donc 5 heures se sont écoulées entre le moment où j'ai été arrêté, où je me suis retrouvé dans une toute petite cellule dans ce centre. La collusion entre le parquet et Nissan est flagrante. Les seules personnes qui n'en sont pas conscientes, ce sont les Japonais peut-être, qui ne voient pas cette collusion. Et on me dit que c'est totalement illégal, que c'est totalement légal, pardon. Comment est-ce que cela peut être légal alors qu'il y a tellement de traces, tellement de preuves qui montrent qu'il y a une collusion et personne n'en parle? Bon, si on ne souhaite pas voir la vérité, on ne la voit pas, mais la collusion, la connivence entre le parquet et Nissan est évidente. Il y a des témoins qui m'ont dit exactement ce qui s'était passé avant que je sois arrêté, toute la préparation, les visites, les réunions qui se sont tenues entre les procureurs et Nissan. Sans parler des représentants du gouvernement japonais, je n'en parlerai pas comme je l'ai dit. Donc j'ai été placé en prison et le procureur m'a dit nous allons vous arrêter pour avoir minoré votre rémunération dans vos déclarations. J'ai été stupéfait. J'ai dit, mais quelle rémunération? Et le procureur m'a dit, oui, vous êtes en état d'arrestation car vous avez minoré la rémunération qui vous a été... qui ne nous a pas été versée. J'ai été évidemment surpris. Donc d'accord, une somme qui ne m'a pas été versée, c'est bien ça? Oui, m'a-t-il dit. Quelque chose qui n'a pas fait l'objet de l'accord du Conseil. Donc le Conseil n'avait pas pris de décision. Donc j'ai été arrêté en raison d'une rémunération d'une somme qui n'avait pas encore été fixée, qui n'avait pas encore été décidée et qui n'avait pas encore été versée. Voilà pourquoi j'ai été arrêté. Ce que je peux vous dire, c'est que dans de nombreux pays, ce n'est pas suffisant pour arrêter quelqu'un, pour engager des poursuites pénales, ce n'est pas même une infraction. Tanaka-san, professeur de droit des affaires, qui a été consulté par mes avocats, un professeur de droit japonais que j'ai consulté il y a quelque temps. 13 mois donc après l'arrestation, nous lui avons montré tous les éléments de preuve et nous lui avons dit « Monsieur le professeur, qu'en pensez-vous » Et il a dit, je cite, il a dit « C'est une honte que le Japon ait arrêté M. Ghosn sur la base de ces accusations. » Nous lui avons demandé de faire une déclaration par écrit. Il va le faire. Il a dit, j'insiste, donc professeur de droit des affaires de l'université de Tokyo. Il a dit que c'était scandaleux que j'ai été arrêté pour cela. Laissez-moi poursuivre. Donc j'ai passé 130 jours en prison, en cellule d'isolement. Une petite cellule, dépourvue de fenêtres, la lumière allumée de jour comme de nuit, 30 minutes de promenade du lundi au vendredi seulement. Le week-end, il n'est pas possible de sortir. Lorsqu'il y a des jours fériés, il n'y a personne, donc vous êtes obligé de rester dans votre cellule. Vous êtes nourri, certes, donc j'ai passé 6 jours. 6 jours, par exemple, sans contact humain, parfois. Je pouvais me doucher 2 fois par semaine. J'ai essayé de demander plus, mais ils ont refusé. Je n'avais pas le droit aux médicaments, simplement les médicaments qui viennent de la prison. J'étais interrogé jour et nuit. Ça peut avoir lieu le matin, l'après-midi, la nuit, pendant 8 heures, jusqu'à 8 heures, sans avocat. Tout cela est légal. Personne ne parlait anglais, personne ne parlait français. Je ne pouvais parler à personne. Lorsque j'avais besoin de quelqu'un, quelqu'un devait venir. Et cette personne était disponible qu'une fois par semaine.
il y avait la présomption de culpabilité depuis le début. Tout le monde disait « Vous êtes coupable, vous devez vous devez avouer. » On ne me demandait pas d'essayer de trouver la vérité, mais de trouver une raison, plutôt de faire en sorte que leurs accusations étaient véridiques. Et je voyais qu'il n'y avait pas d'intérêt de chercher la vérité. Personne ne voulait trouver la vérité. Tout le monde voulait trouver des preuves contre moi. Donc on a interdit la conférence de presse pour que je ne puisse pas parler avec les médias. Un nouveau procureur a été nommé au Japon et il a été interviewé par les médias japonais. Et les médias japonais ont dit « Monsieur le procureur, pourquoi est-ce que vous empêchez Monsieur Ghosn de parler à la presse ?» Eh bien, il a dit « Non, nous ne le faisons pas, il peut parler à la presse s'il veut. Mais nous pouvons aussi avoir de nouveaux chefs d'accusation. » Donc c'était un message assez simple. Oui, vous pouvez parler à la presse, mais faites attention à ce qui va se passer puisque nous pourrons créer de nouveaux chefs d'accusation. Et ils le font très très bien, puisque qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Quelle coïncidence, bien sûr ils ne peuvent pas m'envoyer à nouveau en prison, mais ils ont mis en place un mandat d'arrêt international pour ma femme, hier. Pourquoi? À cause de déclarations qu'elle a fait il y a 9 mois devant un juge et le procureur. Alors quelle raison? Eh bien parce qu'ils ont dit nous suspectons qu'elle a dit quelque chose qui était faux. Et 9 mois plus tard, un jour avant la conférence de presse, c'est à ce moment-là qu'ils découvrent tout ça. Quelle coïncidence véritablement. C'est exactement la méthode japonaise. C'est comme ça que ça se passe. Si l'on parle, eh bien on retourne en prison. J'ai été séparé de ma femme pendant 9 mois pour aucune véritable raison. Carole a beaucoup de courage. Après mon arrestation, elle a quitté le pays et le procureur lui a demandé pourquoi. Bien sûr, ils ont pris son passeport, ils ont été très menaçants, ils lui ont enlevé son ordinateur, son téléphone. Elle était seule à Tokyo sans aucune aide. Et donc elle est partie parce qu'elle avait peur. Alors ils ont dit, elle a quelque chose à cacher. Et c'est pour ça que 4 jours plus tard, elle est retournée au Japon, elle est rentrée au Japon. Ils l'ont interrogée avec un juge, un procureur, et ensuite elle est partie à nouveau. Et aujourd'hui, ils émettent un mandat d'arrêt pour faux témoignage, 9 mois plus tard. Je vais vous donner un autre exemple. Le juge en charge de la liberté conditionnelle, Hashimi Kimada, nous lui avons demandé plusieurs fois de retirer. 7 fois, nous lui avons demandé. Et il a pris du temps pour réfléchir. Et la situation n'a pas changé. Et ensuite, il a dit non. Et pourquoi? Puisqu'il y a eu des malversations sur les évidences, sur les preuves, des manipulations. Donc ensuite, j'ai pu voir mes cousins, j'ai pu voir mes enfants, mes amis. Mais alors, si je voulais manipuler les preuves, je pouvais le faire avec n'importe qui. Alors pourquoi je ne pouvais pas voir Carole? Parce qu'il savait qu'en faisant ça en sorte que je n'ai pas une vie normale, eh bien, il pourrait me faire craquer. Eh bien, ensuite, Monsieur Shimada, j'ai pu le rencontrer. Et ils ont demandé pourquoi est-ce que vous voulez vous rencontrer? Pourquoi est-ce que de quoi voulez-vous parler avec une téléconférence? Et donc j'avais l'impression que je n'étais plus humain. J'étais entre un humain, un animal, un objet. Je n'avais plus de sentiments. Ils ne comprenaient pas que un homme et une femme qui sont mariés veulent se parler. Je devais expliquer pourquoi. C'est complètement fou. Et donc la réponse a été non. Et j'ai eu le droit d'avoir 2 heures de conversation avec ma femme, 2 heures en 9 mois. Il y avait un avocat qui était présent. Bien sûr, il était mal à l'aise. Il a dit « Excusez-moi, je dois être là et je dois faire un rapport sur ce que vous avez dit à votre femme. » Et je voudrais aussi parler d'autre chose. Il y a eu beaucoup de sessions avant le procès. Et là, il y a le procureur et les juges, 3 juges.
et j'étais naïf. Je pensais que le juge était en charge de la situation. Mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Celui qui était en charge, celui qui était responsable, c'était le procureur. Kenji Shimochu, le juge, qui était très pollu, n'était pas en charge. Lorsqu'ils étaient en retard, ils ont dit simplement « Eh bien, nous sommes occupés ». Ou lorsqu'on leur demandait pourquoi il n'y avait pas de documents, eh bien, ils disaient « On y réfléchit ». Et alors pourquoi tout ça avait lieu? Parce qu'ils essayaient de faire en sorte que le procès ait lieu plus tard. Et lorsque j'ai quitté le Japon, je ne savais pas quand est-ce que serait le procès pour le premier chef d'accusation. Et ensuite, ils ont dit nous ne pouvons pas avoir les procès tous en même temps. Il faut d'abord commencer avec le premier chef d'accusation, puis avec les autres. Et donc, lorsque j'ai demandé à mes avocats combien de temps ça allait prendre, eh bien, ils m'ont dit vous allez rester au Japon pendant 5 ans avant qu'il y ait un jugement. 5 ans au Japon. Nous avons Bete Simre qui est ici, qui est un spécialiste des droits humains, et un procès rapide, eh bien, c'est un droit fondamental des êtres humains qui fait partie de la Déclaration internationale des droits de l'homme. Mais je n'avais pas de procès rapide. J'avais l'impression qu'il pouvait prendre autant de temps que possible, et le juge était un organisateur gentil de la procédure, mais c'était vraiment le procureur qui décidait de tout. Il y a un taux de condamnation de 99,4% et donc il y avait tous les signes devant moi qui montraient que je ne serais pas traité de manière équitable, que je n'aurais pas une vie normale pendant les 4 à 5 prochaines années. Donc la conclusion est simple, je pensais que j'allais mourir au Japon ou alors il fallait que je quitte le pays. Ce n'est pas une question de justice, j'avais l'impression d'être un otage, l'otage d'un pays que j'avais servi pendant 17 ans. J'avais dédié ma vie professionnelle à ce pays, j'en étais fier. J'ai redynamisé une entreprise que personne n'avait pu redynamiser pendant 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient sur le point de la faillite. Pendant 17 ans, j'étais considéré comme un modèle au Japon. Il y a plus de 20 livres de management qui avaient été écrits sur moi. Et puis, en un clin d'œil, quelques procureurs et quelques cadres de Nissan qui ont dit cet homme est un homme froid, un dictateur, un homme froid, un dictateur cupide. Donc nous avons demandé que le procès soit annulé en raison de tous les éléments, de toutes les violations de la part du procureur, mais cela n'a pas encore eu lieu. Et puis, le procureur a établi de nouveaux chefs d'accusation contre moi. Donc ici, nous avons la liste ici. C'est la liste de toutes les violations de la part du procureur. Nous les avons présentées avec des preuves, avec des faits, des données, des noms et des témoignages qui ont été présentés à la Cour pour demander que ce procès soit annulé. Mes avocats m'ont dit « Eh bien, cela n'aura pas lieu. Il n'y a aucun cas au Japon où les procès sont rejetés. Ça n'a jamais eu lieu. Certaines personnes ont été acquittées, c'est les 0,6% qui restent, mais il n'y a personne pour lequel le procès a été rejeté. Donc la première charge, le premier chef d'accusation, c'est la dissimulation de revenus. Donc c'est un montant pour lequel il n'y avait eu aucune décision, qui n'avait pas été fixé et qui n'a pas été payé. Donc Nissan a plaidé coupable au Japon. Ils ont payé 9 milliards de yens et ils ont plaidé coupable au Japon. Le problème, c'est que au Tennessee, il y a un autre procès et leur avocat a dit là-bas qu'ils étaient innocents. Et donc ça, c'est un document que vous avez à l'écran qui est disponible. Donc Nissan a dit au Japon que l'entreprise était coupable, mais au Tennessee qu'elle était innocente.
Ce sont des documents qui sont disponibles et nous avons souligné ou surligné plutôt les phrases clés. J'y reviendrai bien sûr pendant la période des questions-réponses. De plus, il n'y a pas de pays démocratique que je connais où on va en prison pour ce type de chef d'accusation. La banque Shinsei, il y a dans cette banque une résolution du conseil d'administration où on a voté à l'unanimité pour dire que si un responsable étranger veut avoir un contrat un contrat pour un taux de change, il peut le faire pour sa rémunération. Et donc, qui étaient les membres du conseil d'administration? Plusieurs membres. Ils ont tous signé, vous les avez à l'écran. Il n'y avait pas. Et donc, j'ai bénéficié de cette procédure. Il n'y avait pas de coût pour l'entreprise. Aucun coût. Aucune perte pour l'entreprise. Et donc, notre question, c'est quel est le problème ici? Alors, on peut continuer. Alors, l'autre chef d'accusation, Djoufani, on dit Djoufani n'a rien fait. Il a reçu 14 milliards de dollars de Nissan pendant 4 ans, mais il n'a rien fait. C'est ça, le chef d'accusation. Il n'a rien fait. Mais bien sûr, il y avait un contrat, et nous avons trouvé son contrat enfin. Sur ce que faisait Djoufari, c'était un contrat entre Djoufari et un certain nombre de directeurs à Nissan. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur la situation. Et beaucoup de personnes ont écrit des articles sur la réserve du PDG, une réserve secrète que Carlos Ghosn aurait pour distribuer de l'argent à ses amis. Bien sûr, cette réserve du PDG, c'est simplement une ligne dans le budget. Ce n'est pas du paiement, ce n'est pas une caisse en liquide, rien du tout. Voilà une des indications. Alors comment ça fonctionne? Voilà un contrat. Le vice-président demande cet argent. C'était le chef de la région qui a demandé ce montant. Ensuite, il doit expliquer pourquoi il a besoin de ce montant. Et puis ensuite, il y a beaucoup de personnes qui vérifient cela, qui donnent leur accord ou non. Alors le service juridique, les contrôleurs, ensuite il y a le patron de l'autre personne et ensuite moi, puisque c'est la réserve du PDG et donc je dois donner mon accord. Tous ces paiements provenant de la réserve du PDG suivent cette procédure. Il n'y a pas un seul dollar qui a été payé sans ma signature. Ou avec simplement ma signature. Il y a toutes ces personnes qui vérifient. Et ensuite, il y a le paiement en place et d'autres personnes qui doivent signer, qui doivent donner leur accord, le contrôleur local, le vice-président local, toutes les personnes qui reçoivent l'argent, etc. Alors, on a toute cette comédie où on parle de cette réserve du PDG qui est une caisse spéciale qui permettait à Carlos Ghosn de donner de l'argent à ses amis. Mais ce n'est pas vrai. On a toutes les preuves. Et maintenant, on a tous les documents. Puisque quand j'ai été arrêté, on a pris tous les documents. Je n'avais plus d'ordinateur, plus de dossier, plus rien qui provenait de Nissan ou de Renault. Et donc, j'ai dû tout reconstituer pour me défendre. Et donc maintenant, j'utilise un certain nombre de documents que le procureur nous a donnés pour nous permettre de nous défendre, mais après beaucoup de temps. Je voudrais aussi vous montrer un autre document, différentes déclarations. Il y a aussi des déclarations. Les procureurs ont demandé beaucoup de déclarations à plusieurs personnes. Alors nous les avons entendues parce qu'ils ont dû les donner. Nous avons le vice-président en charge du Moyen-Orient pour Nissan. Il y a Joe Peter également, qui était le directeur financier de Nissan. Un autre directeur financier, plusieurs directeurs financiers ont fait des déclarations. Et lorsque l'on s'intéresse à ce qu'ils ont dit dans ces différents documents, il y a des documents qui sont disponibles, nous allons les rendre disponibles pour ceux qui veulent les consulter. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces documents? Eh bien, ils disent que le Moyen-Orient était une région importante pour Carlos Ghosn parce que Toyota, c'est l'un des centres importants pour Toyota, mais pas pour Nissan. Et comme vous le savez, le Moyen-Orient, c'est une zone asiatique
avec des voitures japonaises et coréennes. Il y a aussi BMW, mais les Européens n'ont pas de position. Ils sont très faibles. Et je parle particulièrement du Golfe ici. Et donc, je voulais qu'on parte à l'offensive, puisqu'il y avait une opportunité en termes de volume, en termes de bénéfices. Il faut vraiment qu'il y ait de l'innovation dans notre manière de faire des affaires. Avoir des partenariats avec les distributeurs, c'est important pour Toyota. C'est ça qu'ils font. Ils ont un bon distributeur, ils essayent de travailler avec cela, avec les concessionnaires. Et on leur dit, ils disent, c'est à eux, il faut travailler avec eux. Et c'est ce qu'on a fait aussi à Nissan, puisque quand on le faisait, on avait plus de ventes, plus de bénéfices. C'était très bon pour nous. Et voilà l'argumentation ici. Et le procureur a dit, Monsieur Ghosn a des liens avec différentes personnes en Arabie Saoudite et au Sultanat d'Oman. Ils ont une relation très proche, mais ce qu'on a fait à Oman, on l'a fait aussi à Dubaï, au Liban et dans d'autres pays. Mais ils n'en parlent pas de ces autres pays. Ils se concentrent sur les incitations, sur les sommes qui sont assez importantes. Mais tout cela est normal et on est même en dessous des incitations qui existent chez nos concurrents. Le Moyen-Orient est une région importante, c'est la raison pour laquelle nous sommes attaqués à cette région. Ahmed Bawan. Ensuite, nous allons passer à la pièce suivante. C'est le procureur qui a interrogé cette personne. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Pourquoi? Mais c'est évident. Il n'a pas dit ce que le procureur leur avait demandé de dire. Il a nié toutes les accusations, en sachant que personne ne le croirait de toute manière. Il dirait, si vous êtes complice, dans une certaine mesure, vous allez dire quelque chose de différent de la vérité. Mais il faut savoir que tous les comptes en banque, le mien, celui de différentes personnes, de Jeffari par exemple, tous les comptes bancaires ont été vidés. Et donc, s'il y avait un paiement suspect, je peux vous dire qu'il ferait la première page des journaux au Japon. Les gens ont ensuite dit, bon, que se passe-t-il s'il y a un abus de pouvoir, s'il y a de l'argent de Nissan qui finit dans votre poche, bon, il n'y a pas d'argent de Nissan car l'argent de Nissan est géré différemment. Et Kumar n'a rien à voir avec ces fonds. Et il y a toutes les preuves, on a bien vu qu'il n'y avait eu aucun transfert indiquant qu'il y a eu de l'argent de Nissan qui profitait à Kumar. Donc, c'était la fin. Il n'y a donc pas eu d'abus de confiance, car pour avoir un abus de confiance, il faut qu'il y ait un transfert de fonds. On y reviendra. Alors, poursuivons. Alors, le prochain chef d'accusation, ils ont détruit ma réputation. Nissan avait beaucoup de personnes, beaucoup de personnel. J'ai lu dans Bloomberg récemment qu'ils dépensaient plus de 200 millions de dollars pour mener l'enquête. 200 millions de dollars. Pour recueillir combien? Combien d'argent est en jeu? 14,7 millions de dollars et 5 millions de dollars. Alors, où est la logique de dépenser 200 millions de dollars dans une enquête qui va détruire votre entreprise, qui va détruire une marque, qui va détruire une réputation, une image, qui va détourner l'attention de dirigeants, et surtout, il y a eu une chute de l'action Nissan qui représente plus de 10 milliards de dollars. Ils ont donc perdu plus de 40 millions de dollars par jour pendant toute cette période. Aujourd'hui, la capitalisation marché de Renault a baissé de plus de 5 milliards de dollars depuis mon arrestation. Cela représente 20 millions d'euros par jour perdus en cotation. Alors j'entends les déclarations des dirigeants français disant il faut se concentrer sur les 11 millions d'euros de dépenses suspectes. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Alors venez me voir, je vais vous expliquer. Mais personne n'est venu me chercher. Vous avez fait un audit. La première personne à interroger pour qu'un audit soit valide,
eh bien, c'est la personne responsable. Si vous n'êtes pas convaincu de vos questions, eh bien, pas de problème. Mais il faut au moins venir me voir. Mais vous n'êtes pas venu me voir pour poser des questions sur les aides aux universités, l'avion, les aides aux écoles. Vous n'êtes pas venu me voir. Vous avez simplement dit qu'il y avait des dépenses suspectes, non expliquées. Je peux vous expliquer les 11 millions d'euros. J'ai une explication. En tant qu'actionnaire de Renault, j'ai une préoccupation. J'ai perdu 35% de valeur et je ne comprends toujours pas pourquoi. C'est ça ma préoccupation principale. Je m'inquiète lorsque je vois que le cours de Renault baisse de montant indiqué, alors qu'il y a une augmentation de 12% dans l'industrie automobile. La seule entreprise qui ait vu sa capitalisation boursière baisser pendant cette période, c'était, quelle coïncidence, Renault, Nissan et Mitsubishi. En moyenne, toutes les autres entreprises ont gagné 12%. Alors, quelle est la raison? Que s'est-il passé? On parle ici de création de valeur. Le PDG est là pour créer de la valeur. Le conseil d'administration est là pour protéger les intérêts des actionnaires. Alors pourquoi nous réunissons-nous? Des actionnaires de Renault et de Nissan peuvent se dire, bon, qui me protège? Qui me protège en tant qu'actionnaire? Qui prend soin de moi? Où est la réputation, l'avenir de la marque? Alors, on m'a beaucoup parlé de Versailles également. Certaines personnes pensent que je suis allé en prison parce que à cause de l'affaire de Versailles. Première accusation, Versailles. On m'a dit, Monsieur Ghosn, vous célébrez les 15 ans de l'Alliance à Versailles. Eh bien, oui, pourquoi Versailles? Versailles, ce n'est plus le château de Louis XIV. Versailles, c'est le château le plus visité en France. C'est un symbole, le symbole du génie français. C'est le symbole de l'ouverture de la France au monde. C'est le symbole de la mondialisation de la France. Vous parlez de Versailles à n'importe quel étranger, il connaît, tous les étrangers veulent aller à Versailles. Ils sont impressionnés par la beauté, par les jardins, par les fontaines. C'est la raison pour laquelle ils vont à Versailles. Voilà pourquoi j'ai voulu aller à Versailles. Ce n'est pas parce que je voulais devenir le nouveau Louis XIV ou épouser Marie-Antoinette. C'est ridicule. C'était un anniversaire, une fête. On s'est dit, bon, j'ai fait un discours. Où était le discours? À un moment, je n'ai pas pu voir le discours qui était apparu. On m'a dit, alors, pourquoi les autres dirigeants de Renault et Nissan n'étaient pas là? Ce n'était pas pour les dirigeants de Renault. Il y a eu une célébration pour les dirigeants de Renault. Là, c'était pour les partenaires, en particulier les partenaires étrangers. Si vous invitez quelqu'un en France et vous allez à Versailles, si vous invitez un Français à Versailles, ils s'en moquent. Si vous invitez un Japonais ou un Américain à Versailles, ils sont très heureux. Ils courent, ils accourent. Voilà pourquoi nous avons choisi Versailles. Mais on me dit, oh, c'était un anniversaire, votre anniversaire. Très bien, on a essayé de nuire à ma réputation. Ensuite, problème malheureux, la réservation d'une chambre, d'une salle à Versailles. Voilà la facture. Alors je vais vous dire comment ça s'est passé exactement. On a été des grands sponsors de Versailles. Pourquoi? Vous savez que Versailles n'a pas suffisamment d'argent afin d'entretenir ou de s'occuper des rénovations. Ils sont venus me voir, ils m'ont demandé, Monsieur Ghosn, est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai dit oui, l'image de Versailles est alignée à celle de l'image de notre marque, allons-y. Nous avons donc décidé de faire cet effort de mécénat, on l'a fait pour Versailles, on a également refait le salon de la paix. C'était une institution dans un état catastrophique. Nous avons payé plus d'1 million d'euros pour contribuer à la rénovation. Heureusement, ça n'était pas un abus de confiance, ça n'a pas été caractérisé comme un abus de confiance cette fois-ci. 1 million d'euros pour refaire le salon de la paix. Alors, l'image de Versailles, c'est celle-ci. Catherine Pega, qui est la dirigeante du château de Versailles, m'a dit, Monsieur Ghosn, vous êtes un grand parrain, un grand mécène pour Versailles. Parfois, on peut vous laisser une salle à disposition si vous avez une fête, un événement à fêter. J'ai dit merci beaucoup. Et quelques mois ont passé, plusieurs mois ont passé. Et tout à coup, j'ai eu une occasion pour l'anniversaire, les 50 ans de Carole. Elle m'a dit, bon, il faut qu'on accueille nos amis du Liban, des États-Unis. Et je lui dis, peut-être que Versailles serait le bon lieu. Je vais demander. J'ai demandé à Versailles, ils m'ont dit pas de problème. Nous avons donc confié cette mission à CNP. CNP s'est occupé de toutes les dépenses. Vous voyez toutes les dépenses à l'écran. Et vous voyez l'allocation de la salle.
offert par Versailles. C'est écrit sur le document. C'était offert à titre donc gratuit. Ils ont mis des zéros ensuite sur les autres cases. Très bien. Alors, je vois cela, je me dis, bon, très bien, c'est un geste commercial. Et ils apprécient nos efforts, c'est parfait. Nous allons utiliser leur propre traiteur, leur propre personnel. Mais bien évidemment, c'est une fête qui va coûter de l'argent. Et j'étais surpris en voyant que ça allait coûter 50 000 euros. Je ne savais pas ce qui se passait dans les coulisses. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Ah, on ne peut pas payer 50 000 euros. On va les déduire du crédit que Renault a en étant mécène pour Versailles. » J'ai dit « Très bien. On était prêt à payer. On ne savait pas, mais en tout cas, on a tous les documents qui prouvaient cela. » On était de bonne foi, on s'est dit que c'était un geste commercial de la part de Versailles et qui profitait à Versailles d'ailleurs, car nous utilisons tout le personnel de Versailles. Ensuite, la maison. On m'a dit, bon, Monsieur Cohn, vous avez une maison à Rio de Janeiro, à Beyrouth. Les maisons appartiennent à Nissan. Et on m'ont dit, oh là là, on découvre ça, vous l'avez fait secrètement. Secrètement, je vais vous montrer le document. Voilà le document signé par les deux représentants, les directeurs représentants de Nissan. En 2013, il y a un document qui dit « Utilisation des résidences de l'entreprise à Rio de Janeiro au Brésil et à Beyrouth au Liban ». Donc, utilisation, on peut l'utiliser. Ils ont également dit que tant que je travaillais pour l'entreprise, on s'engage également à ce que cette maison puisse lui être vendue lorsqu'il quitte l'entreprise. Et j'ai entendu que tout le monde était surpris face à ces maisons, que j'avais caché quelque chose. Je me suis dit, mais mon Dieu, on n'a pas mieux que ce document. Il y a les deux représentants, les deux directeurs, plus le service juridique, financier, etc. Toutes ces personnes qui ont signé le document, tout était connu, donc ce n'est pas logique de dire que c'était secret. Alors cela ne fait pas partie des chefs d'accusation, mais cela fait partie de la tentative de miner ma réputation. Continuons. Ma sœur, Claudine, et son contrat. J'avais un contrat avec ma sœur, Claudine. Ils ont dit oui, il peut créer un contrat, il peut tout faire, elle peut tout faire. Elle peut tout faire vraiment? Elle était directrice de la chambre de commerce à Rio de Janeiro et elle a été essentielle. Son aide a été essentielle pour sélectionner Rio de Janeiro pour la construction d'une usine de 1 milliard de dollars. Où sont les directeurs? Qui a signé ça? Ce sont les personnes qui se sont occupées. Toutes les personnes qui ont transféré l'argent étaient au courant de cette histoire. Alors aujourd'hui, ils disent, bon, on n'est pas sûr. Mais regardez, lorsque Saikawa lui a posé la question, d'ailleurs, qui a signé? Est-ce que vous avez signé ce document? Il a dit oui, je l'ai lu dans la presse. Il a dit oui, j'ai signé ce document, mais je ne l'avais pas bien lu ou je n'avais pas compris ce que je signais. Mais ce type d'argument avec lui, a convenu au procureur. Ça ne m'a pas convenu à moi. Ou ça ne fonctionnait pas avec moi, mais ça fonctionnait avec le procureur. Dernier point. Ensuite, RMBV, l'audit fait par Mazars. You know that they went with an interim audit report to the board of Renault. Ils ont fait un rapport intérimaire. Ils ont utilisé un rapport intérimaire d'audit. Une fois qu'ils ont vu ce rapport intérimaire ou préalable, Renault a communiqué, et certains membres du gouvernement ont communiqué, en disant que les résultats d'un audit qui n'est pas terminé, qui n'est pas conclu, avant même que j'ai eu l'occasion de parler avec eux, ils avaient beaucoup de questions à me poser, mais ils n'ont pas eu l'occasion de me les poser. Donc, ce soi-disant audit qui n'est pas du tout contradictoire, qui va être l'objet, si j'ai bien compris, d'une bataille juridique, n'a suivi aucune règle d'audit. Et la première règle d'une audit, c'est le fait on doit expliquer ce qui se passe. Et ici, on n'a pas eu l'occasion de le faire. On traite Renault, Nissan et RMBV comme du menu fretin, comme s'il n'y avait pas de contrôleur, pas d'auditeur, pas de commissaire aux comptes, pas de personnel extérieur qui revoit les comptes, etc.
Mais tous les comptes ont été revus. Alors on dit que ce genre de choses peut se faire sans que qui que ce soit n'ait besoin de signer. Ici, on voit bien qu'on a suivi un protocole rigoureux. Et je peux vous dire une chose, c'est que RMBV a eu le même protocole que Renault et Nissan. J'en viens au dernier point. Avant de faire une petite pause avant la session de questions-réponses. Alors, on me demande quelles sont les conséquences. Quelles sont les conséquences de toute cette affaire? C'est difficile de savoir qui gagne, qui est gagnant, qui profite de cette situation. En 2017, l'Alliance était le premier groupe automobile au monde, avec 3 entreprises, Renault, Nissan et Mitsubishi, en croissance, rentable, avec une vision claire pour l'avenir, une stratégie ambitieuse. Et vous savez très bien que nous étions en train de nous préparer pour rajouter Fiat Chrysler au groupe. En effet, j'étais en train de négocier avec John Malcolm pour que Fiat Chrysler nous rejoigne. Nous avions donc une stratégie, nous savions où nous allions, nous savions comment nos synergies pouvaient fonctionner. C'était en 2017. Regardons la situation à présent. Eh bien, il n'y a plus d'alliance. Soyons honnêtes. Pourquoi sommes-nous encore ensemble? On a l'impression que toutes les décisions sont faites de manière indépendante. Non, je gère cette entité depuis 17 ans et je peux vous dire une chose, c'est que le consensus ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas. Il faut s'assurer que l'on force les synergies, il faut imposer les synergies. On passe du temps à expliquer aux personnes pourquoi les synergies fonctionnent. Si il faut tout faire par consensus ou de manière consensuelle, cela ne fonctionne pas. Il en va de même avec les autres entreprises. 3 entreprises, donc l'Alliance a disparu. Et ces 3 entreprises, à présent, ont une croissance qui a disparu. Les bénéfices sont en baisse. Et je vois difficilement une direction stratégique. Il n'y a plus d'innovation. Et en plus de tout cela, pour couronner le tout, eh bien, on a raté l'inratable. Fiat Chrysler qui n'a pas rejoint l'Alliance, ils ont rejoint PSA. C'est incroyable, impensable. Comment perdre cette affaire, comment perdre cette opportunité, cette occasion de devenir l'acteur mondial de cette industrie en développant des liens avec des personnes qui étaient prêtes à vous rejoindre, qui étaient parfaitement complémentaires avec l'Alliance. Évidemment, j'aurais 15 explications. On va dire c'est parce que c'est à cause de Carlos Ghosn, etc. On va tout me rejeter. On va me rejeter la faute, mais c'est incroyable de voir que ça s'est produit comme ça, que ça s'est passé comme ça. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est pas une affaire habituelle. Vous savez, Carlos Ghosn, bon, parfois les médias ont tendance à dire il n'a pas payé ses impôts. Il n'y avait pas d'impôts en jeu. Il n'a pas payé de rémunération. Oui, ou il n'a pas déclaré ses rémunérations. On essaie d'encourager les personnes à penser quelque chose qui n'est pas la réalité. Et je dois vous dire que les médias sont très forts pour faire ce genre de choses. Mais sur tous les autres points, la raison sociale d'une entreprise, c'est de faire de bonnes voitures, en vendre beaucoup, développer la technologie, développer la voiture de l'avenir, faire des bénéfices, payer des dividendes et créer des bénéfices pour les actionnaires. Ils ont dit, on va essayer de tourner ce mauvais chapitre. Eh bien, ils ont bien réussi. Ils sont passés à un mauvais chapitre plutôt. Il n'y a plus de croissance, il n'y a plus d'amélioration des bénéfices, il n'y a plus d'initiatives stratégiques, il n'y a plus de technologie, il n'y a plus d'alliance. Aujourd'hui, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est une farce, un simulacre d'alliance avec des personnes qui vont nulle part. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que c'est une affaire politique. Beaucoup de personnes essaient de montrer ça comme une affaire de droit commun, une affaire présentant une personne qui a enfreint certaines lois. Non, il n'y a pas eu d'infraction de loi. Je suis innocent de tous les chefs d'accusation et je peux le prouver aujourd'hui car je commence à recevoir les documents. Et il y a beaucoup d'autres documents qui vont suivre. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'ai quitté le Japon.
car je recherchais la justice. Voilà la raison pour laquelle j'ai quitté le Japon. Je n'ai pas fui la justice, je suis en faveur de la justice. En effet, la justice, c'est la seule chose qui va me permettre de restaurer ma réputation et qui va me permettre de faire reconnaître mon passé. Si je ne peux pas obtenir la justice au Japon, j'obtiendrai la justice autre part. Merci pour votre attention. À présent, avant de passer à la pause, j'aimerais faire un dernier point, en particulier pour nos amis japonais. Les médias au Japon m'ont qualifié de dictateur, froid et cupide. Froid, bon, il disait il n'aime pas le Japon, vous n'êtes pas vraiment japonais, vous êtes un mercenaire ici pour l'argent. C'est faux. J'aime le Japon. J'aime les Japonais. Pendant tous les mois où j'étais libéré sous caution, je me déplaçais dans Tokyo seul. Je suis allé au restaurant, au cinéma, et tout le monde m'accueillait avec chaleureusement. Tout le monde me disait « Oh, nous sommes désolés pour ce qui vous arrive, nous espérons que vous continuerez à aimer le Japon ». Ce sont les personnes dans la rue qui m'ont dit ça, car les personnes dans la rue ne pensent pas pour une seconde qu'après avoir encensé cet homme pendant 15 ans, d'un coup, on se rend compte que cet homme est un brigand. Ils ne comprennent pas les accusations lancées à mon encontre. Et lorsqu'ils disent que je n'aime pas le Japon, repensons un petit peu à l'histoire. Petit cours d'histoire. J'ai sauvé Nissan, nous avons traversé la crise financière ensemble. Lorsque un tsunami a frappé le Japon, j'étais le premier étranger à revenir au Japon, si vous vous souvenez bien. J'étais le premier étranger à revenir au Japon. J'étais en France au comité exécutif, j'étais le premier étranger à revenir au Japon alors que tout le monde quittait le Japon. Et j'étais le premier également à me rendre dans l'usine près de Fukushima, car à Fukushima, si vous vous souvenez bien, il y avait les fuites radioactives et personne n'osait aller à Iwaki à cause des fuites, à cause de la radioactivité. J'y suis allé seul et j'ai appelé les fournisseurs, j'ai appelé les employés pour leur dire nous allons reconstruire l'usine ensemble. Mes enfants sont au Japon, ils suivent leur éducation au Japon. J'aime le Japon, je refuse d'abandonner Nissan car j'aime le pays et j'aime l'entreprise. Alors je pose une question. Je ne suis pas froid, j'aime le Japon. Pourquoi est-ce que le Japon me traite comme ça alors que j'ai fait énormément de bonnes choses pour le Japon? Je ne comprends pas pourquoi il me récompense comme ça. Je préfère ne pas comprendre d'ailleurs. Je sais que les Japonais ne sont pas comme ça. Deuxième point, ils disent que je suis cupide, avare. En 2009, Steve Rattner, qui travaillait avec Obama, General Motors était en baisse, etc. Il voulait que je devienne le directeur de General Motors. Alors, c'est écrit dans son livre, hein, je ne vous raconte pas des balivernes, vous pouvez le vérifier dans son livre. Il me proposait un salaire deux fois plus important que le mien. Et je lui ai dit, je comprends, c'est une offre très alléchante, mais le capitaine d'un bateau ne quitte pas son bateau lorsque le navire est en difficulté. Ce ne sont pas les paroles d'une personne cupide. Une personne cupide aurait dit « Bon, désolé, c'est les affaires, je vais suivre mes intérêts ». Et j'ai fait une erreur d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Je le reconnais aujourd'hui, j'aurais dû accepter cette offre. Mais j'avais mes convictions, et j'ai suivi mes convictions. Alors on parle de cupidité. Ensuite, on dit que j'étais un dictateur, que je suis un dictateur. Ils disent que je suis un dictateur en 2018 ? Vraiment ? Pendant 17 ans, j'étais directeur général de l'entreprise. Il y a 20 livres de management sur moi. On parle de moi à Stanford, à Harvard, etc. Il y a énormément de professeurs de ces grandes écoles qui viennent me voir, qui analysent mon travail. Aucun ne m'a traité de dictateur. Comment ça se fait? Personne n'avait un petit doute peut-être? C'est des suspicions? C'est quelque chose qui a été fabriqué avec élégance par le Japon, mais les Japonais, le public n'a pas réagi, n'a pas mordu à l'hameçon. Je me promène au Japon sans garde du corps avec mes enfants et nous n'avons jamais été embêtés par qui que ce soit. Nous avons toujours été très bien accueillis dans les restaurants et dans les lieux que nous avons visités. Ils ont cherché à ternir ma réputation et dans de nombreux pays, lorsque vous avez de l'argent, vous êtes déjà coupable. Pouvons-nous peut-être faire une pause
Une courte pause. On enchaîne? I can continue, but maybe... Je peux continuer. Nous allons faire une petite pause. Nous allons vous proposer un service d'interprétation car il va y avoir la session en questions-réponses. Sont la preuve de ce que vous avancez, à savoir que ces montages financiers n'existent pas. Je suis prêt à vous remettre tous les documents que je vous ai montrés. Il y en a d'autres que je ne vous ai pas montrés. Je vais montrer un spécimen de ce que nous avons reçu. Je peux vous dire qu'il y a plein d'autres documents sur lesquels maintenant qu'on va pouvoir retirer. Parce que vous savez, avant, j'étais en prison, j'étais au Japon, je ne pouvais pas parler. Donc il y a beaucoup de gens qui se taisaient. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont parler. Et là, vous allez voir apparaître tout d'un coup des tas de documents qui vont aller dans ce sens-là. Moi, ce que je demande, c'est que mes avocats, et particulièrement Maître Abou Jaoudé qui est présent, qui me représente au Liban, et qui fait partie de l'équipe de défense mondiale, vous pouvez le joindre, il mettra à votre disposition les documents qui vont expliquer tout ce que je vous ai dit. Je voudrais savoir quels sont vos plans maintenant. Pourquoi? Parce que pour moi, il semble difficile de trouver une manière juridique pour rétablir votre réputation. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vivre en tant que fugitif international pour le reste de votre vie? Est-ce que c'est le prix à payer pour avoir quitté le Japon? Premièrement, eh bien, je suis habitué à ce qu'on appelle mission impossible. J'ai effectué de nombreuses missions impossibles. Lorsque je suis arrivé au Japon en 1999, on m'a dit que c'était impossible. Vous ne parlez pas japonais, vous venez de France, vous venez de Renault et personne ne vous connaît, vous n'allez pas y arriver. Et je ne pense pas que je suis dans une situation aujourd'hui où je ne peux rien faire. Et je vais rétablir ma réputation, je vais faire en sorte que la vérité soit établie. Donc aujourd'hui, bien sûr, à court terme, je suis ici au Liban et je suis fier d'être ici. Puisque j'ai des amis au Liban, je suis entouré par des personnes qui me respectent, qui sont fiers de moi, et c'est quelque chose dont j'avais besoin après tout ce que j'avais vécu. Mais je ne vais pas dire simplement c'est tout, je ne vais rien faire d'autre. Et donc vous pouvez vous attendre à ce que dans les prochaines semaines, je fasse quelque chose. Que je sois à l'initiative, essayer de laver mon nom pour faire en sorte que toutes les preuves soient révélées et pour que l'on puisse montrer tout ce que j'ai fait et pour que on ne mette pas en place un système de propagande où l'on appelle quelqu'un de froid, un dictateur cupide, mais plutôt pour établir vraiment ce que j'ai été, une personne qui était importante pour l'industrie automobile. No, please. Okay. CNN, yes, please. Une question de CNN. De la BBC. Carlos Ghosn. Alors, pour faire suite à la question de mon collègue, certaines personnes ont l'impression que vous avez quitté une petite cellule au Japon pour vous retrouver dans une plus grande cellule ici au Japon. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez, vous ne pouvez pas quitter le pays. Vous et votre femme être sous le joug d'un mandat d'accusation, d'un mandat d'arrestation. Alors, avez-vous l'intention de quitter le pays pour vous rendre en France, sachant que la France a dit qu'il n'y aurait pas d'extradition? Alors, le gouvernement japonais a lancé des mandats d'arrestation. Il y a une fiche rouge. Mes avocats disent qu'on peut les contester, on peut expliquer notre affaire, en particulier en montrant que c'est une affaire politique. Il y a d'autres personnes qui pourront vous dire ce qui peut se passer. Mais premièrement, je ne me considère pas comme étant prisonnier au Liban. Je suis ravi d'être dans ce pays, je peux vous le garantir, et je préfère cette prison à celle où j'étais avant de quitter le Japon, comme vous pouvez l'imaginer. En particulier, ici, je suis ici avec mes amis, avec ma famille, mes enfants peuvent me rendre visite, je peux téléphoner, je peux utiliser Internet, je n'ai personne qui me suit. Je ne vous ai pas encore parlé des personnes qui me suivaient. Ici, les personnes qui me suivent, ce sont les personnes qui veulent me parler ou qui veulent me dire des choses plutôt gentilles. Et donc, je ne me sens pas du tout malheureux au Liban. Je suis prêt à rester ici longtemps, mais surtout, ne pensez pas que je ne fais
que j'accepte la situation tout simplement. Il faut surtout que je lave mon nom, que je rétablisse ma réputation. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je peux accepter une chose. Je ne peux pas accepter plutôt une chose que mentir et fabriquer des pièces peut passer en toute impunité. Monsieur Ghosn, une question de la BBC. Très bien. Une seconde. La dame au fond, à côté de Richard. Est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît? Je reviens à vous. Alors, j'essaie d'avoir un micro. Journaliste de CNBC, vous avez dit que vous vouliez de l'autonomie pour Nissan, mais il faut la gagner. Il semble que ce soit contradictoire. Est-ce que vous proposez une fusion entre Nissan et Renault? Non. Je n'ai pas proposé de fusion, j'ai proposé de mettre en place une holding avec des actions, pas simplement pour Renault et Nissan, mais des actions pour l'Alliance. Et il y a les opérations de Nissan au Japon, Renault en France, et on garde les sièges, mais avec un seul conseil d'administration, avec 2 différents sièges, 2 différentes marques, 2 conseils exécutifs, mais un seul conseil d'administration et une seule action. Donc il ne s'agissait pas d'une fusion complète, parce que dans ce cas, il y aurait un seul siège, un seul conseil d'administration, un seul comité exécutif, et ce n'était pas le cas. Donc j'essayais le plus possible de dépasser la résistance qui provenait du côté japonais, qui voulait être le plus autonome possible, et j'essayais aussi de l'autre côté de faire avancer la cause française qui voulait une fusion. Et donc je voudrais trouver un équilibre entre ce désir de fusion d'un côté et ce désir d'autonomie de l'autre. Mais comme vous le savez, un côté à la fin s'est dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Il faut se débarrasser de lui. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus rien, il n'y a pas de holding, et on est allé en arrière finalement, on n'a pas avancé. La BBC. Monsieur Ghosn, John Simpson de la BBC. J'aurais 2 questions, s'il vous plaît. Vous avez dit, et c'est compréhensible, ne pas vouloir créer de crise entre le Liban et le Japon. Toutefois, une chose est sûre. Vous dites qu'il y a eu un complot. Et donc, jusqu'où ce complot va-t-il? Est-ce que ce complot va jusqu'au sommet du gouvernement japonais? Deuxièmement, seriez-vous prêt à faire face à un juge, à comparaître devant un tribunal au Liban pour les chefs d'accusation présentés au Japon? Alors, sur la première question, si vous n'aviez pas dit que vous veniez de la BBC, j'aurais deviné, rien qu'en entendant vos questions. Alors, la première question. Concernant la première question, vous avez... Alors, je ne pense pas personnellement que les plus hauts représentants soient impliqués. Si vous parlez de M. Abe, je ne pense pas que le président Shinzo Abe, je ne pense pas qu'il était complice, disons. Il faut faire attention. Je ne souhaite pas qu'il y ait de crise entre les pays et c'est mon devoir de m'assurer que nous ne créons pas plus de tensions entre ces 2 pays. La deuxième question... Alors, je suis prêt à me présenter à un tribunal si je pense avoir l'occasion d'avoir un procès équitable. Si quelqu'un peut me garantir, alors ce n'était pas le cas de mes avocats au Japon. Lorsque j'ai demandé à plusieurs reprises à mes avocats japonais, ils pourront vous le confirmer, est-ce que je vais avoir un procès équitable? Ils étaient très gênés. Ils m'ont dit, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que votre procès soit équitable. Et ils ont continué à me donner cette réponse. Cela m'a inquiété. En effet, si mes avocats eux-mêmes ne peuvent pas me dire que je vais avoir un procès équitable, M. Takashi, entre autres, a dit même s'il a un procès inéquitable, il sera acquitté. Alors, vous n'êtes pas dans votre pays, vous ne parlez pas la langue. Il y a des personnes qui vous disent qu'il y a un taux d'accusation ou de condamnation de 99,4% ou 6%. Il y a toujours un procès, un appel, une cour de cassation, etc. Cela me prendrait 5 années de procès.
avec un taux de condamnation de 99,4%. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, je vais passer le reste de ma vie au Japon sans ma femme. Rien ne me montrait que j'allais pouvoir voir ma femme. Je n'étais pas expert du système judiciaire japonais. Lorsque j'ai été libéré sous caution, mes avocats m'ont dit, en général, après 2-3 mois, si vous respectez toutes les conditions de votre libération sous caution, il commence à adoucir un petit peu, à assouplir les règles. Vous pouvez utiliser le téléphone, vous pouvez commencer à utiliser votre mail, Internet à la maison, vous pourrez peut-être voir votre femme. C'est ce qu'ils m'ont dit. 9 mois plus tard, toujours rien. Aucune règle n'a été assouplie. Je demandais à passer un coup de téléphone, rien. Le juge a continué à dire, on va maintenir les règles telles qu'elles sont. Et ensuite, on m'a dit, vous n'allez pas pouvoir voir votre femme avant le début du deuxième procès. Alors, mes perspectives étaient les suivantes. Je me suis dit, je ne peux pas parler à Carole, je ne peux pas la voir pendant encore 1 an et demi. Pourquoi, d'ailleurs? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a des preuves? Parce que je risque de manipuler les preuves, mais je pourrais manipuler les preuves avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, j'ai quitté le Japon alors qu'il y avait des personnes qui me suivaient, qui me traquaient, je n'avais pas de téléphone. Alors si j'avais essayé de faire quelque chose, de manipuler les preuves, j'aurais pu le faire de toute façon. C'était donc de la persécution, tout simplement. C'était une évidence. J'ai fui cette persécution. J'ai décidé de courir le risque en quittant le pays car je souhaitais avoir de la justice. Et aujourd'hui, je peux vous dire que pour la première fois, dès qu'il y aura un tribunal qui m'offrira un procès équitable, je me présenterai à ce tribunal. Je suis désolé, nous perdons beaucoup de temps. Une question provenant du Japon, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous avez... Je ne sais pas s'il est simple ou plus difficile. J'ai choisi le Liban parce que je suis libanais. Je suis brésilien aussi. J'aurais pu aller au Brésil, j'aurais pu aller en France, mais j'ai choisi le Liban pour des raisons qui sont plus logistiques qu'autre chose. Très bien. Journaliste Reuters, je voulais vous poser une question. Les procureurs japonais demandent votre extradition. Est-ce que vous avez des assurances de la part de la présidence libanaise et du gouvernement libanais que vous n'allez pas être extradé? Non, je n'ai pas d'assurance qui viennent de n'importe qui, mais je pense qu'il y a des précédents, il y a des lois, et je fais confiance aux lois libanaises. Et je n'ai aucune raison de douter. Donc je suis confiant. Les pratiques existantes, je pense, vont être respectées au Liban. Et c'est ce que j'ai pu entendre de toutes les autorités libanaises. Une question du Japon. TV Tokyo, s'il vous plaît. TV Tokyo, vous avez la parole. TV Tokyo. TV Tokyo no Abe desu. Speaking English. Yes, please. Je vais parler en anglais, s'il vous plaît. Oui. If not, you're not going to have an answer. Si vous ne parlez pas en anglais, je ne répondrai pas. You were a respected CEO in Japan. Vous étiez un PDG respecté au Japon, You broke mais Japanese law to be here. vous avez enfreint les lois japonaises pour venir ici. N'est-ce pas quelque chose de mauvais? No. Est-ce que vous pouvez dire au peuple japonais ce que vous pensez de tout cela? Broke my thought. Yeah, your thought. Ce que vous pensez du fait d'avoir violé les lois japonaises? Yeah. Well, obviously, again. Eh bien, Let's go back to your question. alors je vais répondre à votre question. Comme vous l'avez dit, j'étais et je pense que je suis toujours pour une partie de la population japonaise un businessman respecté. Et j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec la presse qui n'est pas forcément favorable. Ils m'ont dit, ils pensent que j'ai pu sauver Nissan, que j'ai fait aussi de bonnes choses pour le Japon, puisqu'il y a beaucoup de PDG qui ont suivi mon exemple.
depuis 1999, mais on me disait il faut que vous vous défendiez contre ces accusations qui étaient contre moi. Et c'est ce que je voulais faire. Et comment est-ce que je pouvais me défendre si on me niait le droit à la justice? Comment est-ce que je pouvais me défendre? Eh bien, le fait d'enfreindre la loi au Japon en quittant le Japon, bien sûr, c'est un problème. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème aussi que le procureur ait violé 10 lois japonaises et que personne ne s'y intéresse? Ils ont enfreint la loi également. Vous savez qu'il y a une loi au Japon qui dit que le procureur ne peut pas faire fuiter les informations. Vous le savez. Mais ils ont fait fuiter des informations. Tout le monde vous le dira. Tous les journalistes me disaient, on a entendu ça de la part du procureur. Et donc ils enfreignaient la loi et personne ne s'y intéressait. Alors pourquoi quand c'est moi qui enfreins la loi, c'est un problème? Alors que le procureur, lui, a violé la loi à 10 reprises et que personne ne s'y intéressait. Et donc à un certain moment, quand on est dans une situation et quand on vous dit, il faut respecter la loi mais personne d'autre ne respecte la loi, eh bien on pense que c'est un système qui est truqué. Et donc je ne pense pas, d'ailleurs je ne pense pas que le Japon mérite ce système. Je ne pense pas que les Japonais soient comme ça. J'aime le Japon, j'aime la population japonaise. J'y ai passé 17 ans et je ne regrette pas toutes ces années que j'ai passées au Japon. Ce que je regrette, c'est un certain nombre de nominations que j'ai faites dans l'entreprise parce que je n'avais pas la bonne opinion de certaines personnes. Je ne les connaissais pas vraiment, mais je ne voulais pas faire de dégâts au Japon. Je ne voulais pas tout cela. Alors, pourquoi est-ce qu'on me décrit de manière maléfique comme cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'on me traite comme un terroriste au Japon? Comme quelqu'un qui va faire du mal à d'autres personnes? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce type de traitement? C'est ça que je ne comprends pas. Merci. Deuxième question du Japon. Je viens d'un média japonais. Alors, premièrement, j'ai été très surpris de voir aussi peu de médias japonais représentés ici. Très peu d'accréditations ont été données aux médias japonais. Pourquoi avez-vous cette sélection? Est-ce que vous avez de la rancœur envers les médias japonais? Autre point, nous ne savons pas du tout comment vous avez été traité en prison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je n'ai pas rejeté de médias japonais. Je sais qu'il y a beaucoup de vos collègues qui attendent à l'extérieur, mais honnêtement, si vous aviez été responsable de la sélection, bien, vous savez, c'était les seules personnes qui ont essayé d'être objectifs. Alors, nous avons décidé de ne pas forcément accréditer les personnes qui sont clairement en faveur ou du côté du procureur. Alors cela ne signifie pas que je cherche à échapper à ces médias. Une fois que j'ai fini ici, je vais rencontrer les autres médias. Je pourrais leur dire que je n'ai rien contre eux, mais je souhaitais avoir ici la BBC, CNN, CBS, NBC, etc. Global, ces médias, car ce sont des personnes qui représentent des médias objectifs, qui auront une attitude objective. Ils vont respecter les faits, alors que certains collègues, pendant 14 mois, ont toujours présenté la situation à la faveur du procureur, sans avoir analysé les faits réellement. Alors malheureusement c'est une salle avec des ressources limitées, mais j'aurais aimé accueillir plus de personnes. Mais je ne cherche pas à fuir les médias japonais. Et surtout je compte sur vous pour diffuser mon message. De BFM Business. Vous avez dit qu'il y avait deux raisons pour que toute affaire commence. Ouais. La première c'était les performances moins bonnes de Nissan. La deuxième c'est le droit de vote double instauré par l'État français en 2015. Est-ce que vous tenez responsable, le ministre de l'économie de l'époque, de l'avoir institué? Je rappelle qu'il s'appelait à l'époque Emmanuel Macron. Oui, non, je suis navré, mais vous avez mal compris ce que je voulais dire. Le premier élément, ce que j'ai dit, bien sûr, c'est le déclin de la performance de Nissan, dont Sakawa est responsable. Sakawa a commencé à dire « Ah, c'est hérité d'une situation, Monsieur Ghosn, etc. » La performance, au bout de 3 ans, n'est plus de la responsabilité de la personne qui a précédé, elle est de votre responsabilité. Puis je trouve lamentable, quand quelqu'un prend la direction générale d'un groupe, il doit assumer le groupe. C'est fini, c'est lui qui est en charge.
Moi, quand je suis arrivé en 99, j'ai pas dit tous les cons qui étaient avec moi n'ont pas fait leur boulot. J'ai rien dit. J'ai dit voilà la situation de l'entreprise et on va aller à partir de ce moment-là. Et c'est pourquoi les gens m'ont respecté. Parce que je n'ai pas critiqué mes prédécesseurs. Je n'ai pas utilisé des moyens parce qu'ils pouvaient plus se prononcer compte tenu de la situation lamentable dans laquelle j'ai trouvé Nissan. Je ne l'ai pas fait. Par contre, hériter d'une situation florissante, avec un groupe remonté et aller m'accuser de dire tous les problèmes dont lui est responsable, ça je trouve ça lamentable. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je n'ai pas dit que c'était la loi Florange qui avait occasionné tout ça. J'ai dit que la méfiance créée au Japon par deux choses. D'un côté, la loi Florange, c'est pas la loi Florange, parce qu'on aurait pu très bien accepter la loi Florange et donner le droit de vote aux Japonais. Il n'y aurait pas de problème. Hein. Mais le fait que, on a voté la loi Florange, et deux, on a refusé, par la pression de l'État, bien sûr, de donner le droit de vote à Nissan, c'est ça qui a provoqué la méfiance de nos amis japonais. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, quand effectivement mon mandat est venu en question, il y a eu des tas de déclarations de tous les gens qui veulent s'occuper de Renault, et qui ne sont pas dans Renault d'ailleurs, et qui veulent s'occuper de Renault, nous faisons la stratégie de l'entreprise, nous allons nous préoccuper de ceci ou de cela. Bon, ça fait peur. Ça fait peur quand vous avez des gens qui ne sont pas compétents, qui commencent à dire « nous allons faire la stratégie de l'entreprise, nous allons faire telle et telle décision », ça fait très peur. Parce que ce sont des gens finalement qui prennent des décisions dont ils ne sont pas responsables sur le fond. Le gars qui doit rendre des comptes sur les résultats de Renault, c'est le patron de Renault, c'est personne d'autre. Donc quand je dis que le point n'est pas la loi Florange, c'est le fait qu'on a refusé aux Japonais un droit de vote, ce qui a créé un doute. Et deuxièmement, le fait qu'on a dit il faut à tout prix, M. Ghosn a la responsabilité de créer une alliance irréversible, ce que j'ai accepté. Sauf que irréversible, ça voulait dire des tas de choses pour des tas de gens. Et pour beaucoup de Japonais, irréversible, ça faisait une fusion, ce qui n'était pas du tout mon intention. Moi j'ai dit, si vous voulez une fusion, c'est quelqu'un d'autre qui va la faire, c'est pas moi. Moi j'y crois pas. Je pense qu'une fusion est impossible à manager, et je l'avais dit très clairement. Donc tout le monde avait accepté que c'était plutôt quelque chose dans laquelle on allait vers une irréversibilité, tout en respectant l'autonomie des entreprises. Voilà, donc pour que l'on soit très clair. Votre réputation. Est-ce que vous avez RT France, je pense. Madame, je vous rassure, je n'ai pas le droit, je n'ai absolument pas l'intention d'abandonner mes droits. J'ai des droits vis-à-vis de Nissan, j'ai des droits vis-à-vis de Renault qui n'ont pas été respectés et je compte bien les réclamer en justice. Parce que je crois dans la justice française et je crois d'une certaine manière aussi, sur le plan civil, à la justice japonaise. Donc, non, please. No, the cameraman are not happy. RT France. RT France, Monsieur Ghosn. Yes, RT France. Cette question, puisque cette affaire, elle semble avoir. Madame, vous êtes de quelle chaîne? RT France. RT France. Voilà. Cette affaire, elle semble avoir mis en lumière des failles présumées au sein de la justice nippone. En tout cas, ça pose beaucoup d'interrogations. Malgré cela, la France semble être restée quand même assez silencieuse, Monsieur Ghosn. Est-ce que vous vous êtes senti lâché par les autorités françaises? Et selon vous, pourquoi? Écoutez, vous auriez été à ma place, vous vous seriez senti comment, madame? Vous êtes comment avec les gens? Très simple question. Vous auriez été, au travers de ce que j'ai été, vous vous auriez senti comment? Soutenu? Défendu? Lâché? Neutre? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je ne me prononce pas pour l'instant. J'espère que ce n'est pas le cas. C'est ce que j'espère. Parce que quand même, je suis un citoyen français. Alors on me dit comme les autres, mais pas au-dessous des autres. Je ne demande pas à être au-dessus de qui que ce soit, mais je ne souhaite pas être en dessous de qui que ce soit. Je voulais juste vous demander, du coup, c'est ce que vous allez faire, vous allez attaquer Renault et Nissan devant la justice française, c'est ce que vous avez prévu de faire? Je n'ai pas attaqué qui que ce soit, j'ai dit que j'allais défendre mes droits et qu'il n'était pas l'intention de m'asseoir sur mes droits. J'ai des droits. On a dit que finalement, en janvier, j'avais démissionné de Renault, ce qui est faux. Hein? La lettre que j'ai envoyée, vous n'avez qu'à la lire. Elle n'a pas été d'ailleurs distribuée aux membres du conseil d'administration. Elle a été lue aux membres du conseil d'administration en vif. Je n'ai pas démissionné de Renault.
Donc ça, c'est une forfaiture de dire que j'ai démissionné de Renault. Je me suis retiré pour permettre à Renault de fonctionner normalement alors que j'étais en prison. Et dire que ça, c'est une démission, c'est quand même un travestissement de la réalité. Or, j'ai demandé à partir à la retraite et je défendrai mes droits en tant que personne qui a travaillé autant d'années, qui a rendu autant de services et qui a droit à une retraite. Je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. Je vous dis, je vais défendre mes droits. Oui. Ok. Attendez. Alors, attendez. Can I ask one question? Is there any citizenship that did not... Est-ce qu'il y a un pays qui n'a pas pu parler? Vous avez parlé de cette opportunité qui a été manquée. Qu'est-ce que vous pouvez en parler? Est-ce que vous parlez aussi des détails de votre voyage jusqu'au Liban? Vous avez dit que vous ne vouliez pas en parler. Mais est-ce que vous pourriez parler un petit peu, s'il vous plaît? C'est une question très italienne. Juste un petit peu. J'ai eu des contacts avec FCA. Nous nous comprenions bien. Notre dialogue était très positif. Mais malheureusement, j'ai été arrêté avant que nous ayons pu trouver un accord. Mais nous n'étions pas loin. On avait prévu une réunion en janvier pour vraiment trouver un accord, mais en janvier, j'étais à Kosuge, au centre de détention, et il n'y a pas eu d'accord, enfin, il n'y a pas eu d'accord pour Renault. Et je pense que c'est du gaspillage pour Renault. C'est une très bonne opportunité pour PSA, mais pour Renault, c'est une perte. France Télévisions, oui. Monsieur Ghosn, vous avez dit vous-même que vous avez pris un grand risque en quittant le Japon. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sentiment vous avez eu au moment où vous avez réussi à quitter le Japon? Certains médias ont fait état d'une malle dans laquelle vous auriez été caché. Quel sentiment avez-vous eu au moment où vous avez tenté cette opération qui était extrêmement dangereuse pour vous? Comment vous êtes-vous senti? Écoutez, moi quelque part, le 19 novembre 2018, j'ai senti, c'est comme si j'étais décédé. Je vivais chaque jour en disant, finalement, j'ai une vie tout à fait réduite, mais je ne sais pas si j'allais revoir les gens que j'aime. J'ai plongé dans un système que je ne comprenais pas. C'est comme si j'étais mort. Vous savez, quand vous passez par une période comme ça, vous êtes paralysé, vous êtes, je ne dirais pas hypnotisé, vous êtes anesthésié. Voilà, vous vous anesthésiez parce que vous vous protégez contre la souffrance. Vous vous anesthésiez. Donc vous anesthésiez, vous ne supportez plus la musique, vous ne supportez plus des souvenirs, vous ne supportez plus les photos, parce que quelque part, vous ne voulez pas revenir en arrière, c'est votre façon de survivre cette période. Quand j'ai vu que j'étais sorti, c'est comme si, quelque part, je revenais à la vie. Si cet homme peut quitter le Japon dans une malle, eh bien il n'y a pas de fumée sans feu. Alors que dites-vous? Il y a eu beaucoup d'histoires sur la manière de quitter le Japon. Vous avez entendu beaucoup de choses contradictoires et je ne vais pas y revenir. Il y aura beaucoup de personnes toujours qui diront il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai, d'une certaine façon, et ça donne toujours l'avantage à la personne qui vous attaque, bien sûr. Si je raconte des histoires sur vous, par exemple, et qu'elles sont fausses, et qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui disent « il n'y a pas de fumée sans feu », eh bien, quels que soient les mensonges que je dise, eh bien, il y en aura qui resteront. Et ça, c'est l'avantage pour les personnes qui sont à l'offensive. C'est ce qui se passe aujourd'hui. J'étais une cible facile parce que j'étais connu, parce que j'étais un étranger. Et donc c'était très simple de dire, eh bien, cet homme, il a dépassé toutes les limites, il a été payé
il a dissimulé des rémunérations et c'était très simple. Il y avait beaucoup de personnes qui ont pu dire ça et qui disent il a quitté le pays parce qu'il était coupable. Mais c'est pas pour ça que j'ai quitté le pays, c'est parce que je n'avais aucune chance d'avoir un procès équitable. Et je n'avais pas la possibilité de prouver pour certaines personnes. Alors je ne m'inquiète pas des personnes qui diront toujours que je suis coupable. Mais je ne pouvais pas m'exprimer auprès des personnes qui voulaient bien m'écouter. Je n'avais pas l'occasion de parler. Et pour cela, il faut un procès équitable. Et la seule manière pour moi d'avoir un procès équitable, eh bien, c'était de quitter le Japon. C'est pour ça que je suis au Liban aujourd'hui, mais je peux aller autre part. Je peux aller au Brésil. Le Brésil n'a pas d'accord d'extradition pour ses citoyens. En France, c'est pareil. Il n'y a pas d'extradition pour les ressortissants français. Le Liban fait la même chose. Il y a 3 pays, alors j'ai cette chance, je suis le citoyen de 3 pays qui ne font pas d'extradition pour leurs ressortissants, donc je pense que dans ces pays, je peux avoir un procès équitable. Alors, je ne vais donc pas demander de détails sur votre fuite, mais il y a des personnes qui appellent ça « the great escape », la grande échappatoire. À quel moment vous êtes-vous rendez-vous compte qu'il était temps de vous enfuir? Et maintenant que vous êtes ici, comment occupez-vous votre temps au Liban? Quelle est la première chose que vous avez faite en arrivant et qu'avez-vous l'intention de faire? Alors, quand est-ce que je me suis rendu compte de quoi? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait préparer votre départ du Japon? Eh bien, c'est lorsque j'ai perdu espoir d'avoir un procès équitable. Et pourtant, j'ai essayé. Je peux vous dire que j'ai essayé d'avoir un procès équitable autant que possible. Et ensuite, lorsque j'ai remarqué une chose, lorsque j'ai remarqué que le procès était toujours remis à plus tard. Bien qu'au départ, le juge nous a dit, je ne vous l'ai pas dit, mais le juge nous a dit lors de l'audience du mois de novembre qu'il allait essayer de commencer le procès sur le deuxième chef d'accusation en septembre 2020. J'étais ravi, je me suis dit, enfin on va pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Et on parle de 2022 pour le bout du tunnel. Mais ensuite, le 25 décembre, jour de Noël, avec l'audience préliminaire, il m'a dit, malheureusement, le parquet ne peut pas avoir 2 procès en même temps. Ça représente trop de travail. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, on ne va pas pouvoir commencer le deuxième procès au mois de septembre. Alors, j'ai demandé quand? Ce ne sera pas avant 2021. Voilà la réponse qui m'a été donnée. Donc on remet à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et c'était toujours le procureur qui gagnait tous les arguments. Ça, c'était la première raison. Deuxièmement, je souhaitais voir ma femme. Alors, peut-être que pour certaines personnes, ne pas voir sa femme pendant très longtemps, c'est une bénédiction, mais pas pour moi. Et ils savaient que j'aime Carole, qu'elle est un pilier. Pour moi, ils le savaient très bien. Ils avaient vu tous nos échanges, ils avaient lu ses emails. Ils n'étaient pas censés avoir accès à ces emails d'ailleurs, mais ils ont tout pris, ils savaient tout. Et comme ils savaient tout, ils se sont dit, bon, très bien, on va le mettre à terre, et on va couper tout lien avec sa femme. Et ils avaient raison, car ils m'ont réellement mis plus bas que terre en me séparant de ma femme. Quand je me suis rendu compte que je ne pourrais pas voir ma femme et que je ne savais pas quand j'allais la voir, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Il faut que je parte. Je n'ai rien ici. Et qu'avez-vous fait en arrivant au Liban? Non, je dis, nous avons bien compris. Vous avez compris, c'est autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron et au gouvernement français? Qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que vous leur demandez, oui? Rien du tout. Vous attendez rien de... Je n'ai rien demandé. Non, mais vous me posez une question. Vous me dites, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement français? Je ne demande rien au gouvernement français. Puisque le gouvernement français a dit présomption d'innocence, ce que je crois, et je crois que quand le président de la République a des présomptions d'innocence, je le crois. Mais quand d'autres responsables en France disent présomption d'innocence et ont un body language de il est coupable, ça je ne suis pas d'accord. Ou on est d'accord et on est convaincu de la présomption d'innocence et on doit être en ligne avec cette conviction, mais on ne peut pas dire on est pour la présomption d'innocence et on dit il est coupable sur la base d'audits intérimaires, sur la base d'informations qui n'ont pas été contredites
et dans lesquels moi-même je n'ai pas été interrogé. Ça, je ne suis pas d'accord. Ou bien vous dites, je ne crois pas en la présomption d'innocence. Je ne crois pas en la présomption d'innocence. Hein? Dans ce cas-là, je comprends ça. Mais vous ne pouvez pas dire, je suis pour la présomption d'innocence, mais finalement, avec un clin d'œil, il est coupable, et on va le charger, alors qu'il n'y a rien. Alors vous disiez vous-même qu'il y avait quelque chose pour... Il n'y a rien pour moi. Il y a peut-être une enquête, c'est possible. Mais évidemment, ces enquêtes, elles viennent d'où? Elles viennent de l'intérieur de Renault. Alors, vous imaginez que moi j'ai des contacts avec beaucoup de gens à l'intérieur de Renault. Et je sais ce qu'il y a dans ces rapports. Donc je ne suis pas inquiet sur ce plan. Monsieur Ghosn, s'il vous plaît. Monsieur Ghosn, pour Libération, s'il vous plaît. Libération, oui. Franck Boisis, j'aurais 2 questions, s'il vous plaît. Monsieur Ghosn, justement à propos de la justice. Vous avez dénoncé l'iniquité de la justice japonaise. Vous n'avez peut-être pas le même sentiment sur la justice française. Il y a 2 enquêtes pénales qui sont ouvertes au parquet national financier à Paris. Est-ce que si vous êtes convoqué par un juge d'instruction français, vous répondrez à cette convocation? C'est ma première question. La deuxième, les Français ont découvert que depuis 2012, vous n'étiez plus résident fiscal en France, alors que vous dirigez pendant ces années-là un fleuron français. Et depuis cette date, la France a décidé de prendre une disposition législative pour imposer la résidence fiscale à tous les dirigeants de grandes entreprises. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et si vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'étiez plus résident fiscal en France depuis 2012. D'accord. Merci. Alors, on commence pour la première question, c'était une convocation potentielle d'un magistrat français. Bah écoutez, elle n'a pas lieu pour l'instant. Hein. Moi, je suis au courant de rien. J'ai mes avocats qui sont là. Il est évident qu'à partir du moment où la justice française demande à me parler, je vais me présenter à la justice française. J'ai rien à me reprocher. Hein. Au contraire, moi, c'est ce que je demande. Hein. Ce que je ne demande pas, c'est qu'on m'accuse sans m'interroger. Ce qui a été fait largement, sur la base d'audits truqués, sur lesquels on ne m'a même pas posé la question, dans lesquels la démarche est absolument discutable, quel que soit le standard de l'audit que l'on examine. Bon, ça c'est sur le premier point. Le deuxième point, vous pensez bien que moi j'ai changé de résidence en 2012, je ne vais pas changer toute seule. Quand vous changez de résidence, vous vous adressez à l'administration fiscale, vous allez expliquer pourquoi vous changez de résidence, vous allez dire où vous allez, et c'est l'administration fiscale qui fait un audit fiscal, qui a été fait dans mon cas, et qui vous donne après, bon, en disant, bon, mais effectivement, il n'y a rien, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, on vient dire, ah, un patron d'une grande entreprise française doit être fiscalisé en France. Très bien, la loi a changé, eh ben, les patrons français devront agir en fonction de la loi. C'est tout. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2012, je ne l'ai pas fait en catimini. Je me suis adressé aux autorités. J'avais d'ailleurs un fiscaliste qui l'a fait. Il a demandé toutes les autorisations. J'ai expliqué pourquoi j'allais le faire. Je vous rappelle qu'en 2012, c'était une situation dans laquelle on était en train de créer des synergies de l'Alliance. Donc il était très important pour moi d'apparaître comme étant plus à Amsterdam qu'à Paris pour éviter de froisser les sensibilités japonaises. Ce qui, au départ, tout le monde pensait que c'était quelque chose de fabriqué, mais on sait qu'aujourd'hui ça n'était pas du tout fabriqué. C'est la raison pour laquelle j'ai été à Amsterdam. J'ai passé beaucoup de temps à Amsterdam. Tout le travail de l'Alliance se faisait à Amsterdam. Donc voilà. Alors maintenant on revient là-dessus, il y a une nouvelle loi, on applique la loi. Voilà. Ouais. Alors, please. Financial Times. Financial Times. Wilson, do you think that the alliance Monsieur can Cohn, succeed est-ce que vous without pensez que l'Alliance peut avoir du succès sans vous? I think yes. No, no. Je pense que oui. Oui, franchement, je pense qu'il peut y avoir du succès pour l'Alliance Renault-Nissan sans moi. Mais il faut que l'Alliance suive un certain nombre de règles. L'Alliance ne fonctionnera pas en employant la méthode du consensus. Et il pense pour l'instant que les prises de décision au consensus est une manière de faire en sorte que l'Alliance continue. Mais c'est faux. Il faut regarder les résultats. C'est comme ça qu'on verra ce qui a raison ou non dans les affaires. Il faut regarder la croissance, la rentabilité, les bénéfices et l'évolution. Et quand je regarde ce qui s'est passé au cours des 13 derniers mois, avec tout ce qui s'est passé, eh bien, je ne me suis pas rassuré en ce qui concerne le futur de l'Alliance. Monsieur, là-bas, oui. Ah bon, vous avez dans la parole. Allez-y. Bah oui. Allez-y. Donc oui, James André pour France 24. Je voulais simplement savoir, votre vie évidemment était passée au crible suite à cette affaire dans les médias, partout. On vous a présenté souvent comme ayant, on va dire, atteint un niveau où vous étiez déconnecté des réalités. Il vous est arrivé ce qui vous est arrivé, ça change évidemment un homme. Quand vous repensez à cette période-là, qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette image qu'on a dépeinte? Non mais c'est pas une question d'image. Moi, il y a eu des tournants dans ma vie. J'ai fait des choix. Il y en a certains que je regrette. Et il y en a certains que je regrette. Et je pense que je suis dans une position où je suis capable de
C'est tout. C'est pas une question de comment je vis ou pourquoi je vis, etc. J'ai eu des tournants, j'ai eu des décisions importantes à faire, et dans certaines décisions, j'ai fait le mauvais choix. Je vous dis, aujourd'hui, on parlait de General Motors. Quand Steve Ratner m'a proposé de devenir le patron de General Motors en 2009, et que j'ai refusé de prendre le job par fidélité à Renault et Nissan, j'ai fait une connerie. Parce que je serai aujourd'hui patron aux États-Unis. Marie Barra, qui est patronne de General Motors, a gagné 26 ou 27 millions de dollars l'année dernière. Il n'y a pas eu une ligne dans un journal là-dessus. Elle vit très bien, elle est une citoyenne respectée, elle a un job beaucoup plus facile parce qu'elle n'avait qu'une entreprise à gérer, elle est dans son propre pays. Moi, je n'étais pas dans mon pays, je travaillais au travers des continents, tout le monde était très content que je fasse ce boulot, et maintenant on vient me dire « Ah, monsieur Ghosn, vous voyagez beaucoup. Ah, monsieur Ghosn, vous touchez beaucoup d'argent. Ah, monsieur Ghosn, ceci ou cela. » Alors qu'on était très content que je mette en place ces mesures de façon à pouvoir vivre en tant que patron de plusieurs entreprises. C'est ça que je regrette. J'aurais dû faire des choix plus simples. Bon. J'ai fait cela, je les assume. Donc, moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Il y a eu des tournants, j'ai pris des décisions. Certaines décisions que j'ai prises, je suis OK. D'autres décisions, je me suis dit, t'as fait une connerie. Vous ne souhaitez pas mouiller des amis ou des collègues, mais c'est une histoire assez rocambolesque. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes rentré dans cette quête, lorsque vous vous êtes envolé vers la liberté ? De 19 novembre 2018 au 31 décembre 2019. Alors, d'abord déjà, j'ai rencontré ma femme, j'ai vu ma femme dès que je suis arrivé au Liban. Mais pendant cette période, j'étais vidé, j'étais anesthésié, je n'essayais de rien ressentir. Quand on ressent quelque chose, on est en danger. Alors si vous me demandez ce que je ressens aujourd'hui, ou ce que je ressentais à ce moment-là, j'étais nerveux, j'étais tendu, j'avais peur, j'ai été plein d'espoir également. Mais pour être tout à fait honnête, alors il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce genre de psychologie, mais je peux vous dire que j'avais l'impression d'être vidé, d'être vide, d'être anesthésié, comme si je sortais d'un cauchemar. Lorsque j'ai vu le visage, alors le cauchemar a commencé lorsque j'ai vu le visage du procureur et il s'est terminé lorsque j'ai vu le visage de ma femme. Est-ce que vous recommandez une grosse boîte de déménagement comme bon moyen de locomotion? Merci, Monsieur Ghosn. J'ai quelques questions. La première question, c'est en ce qui concerne l'état de l'Alliance. Vous avez décrit une situation difficile. Votre réputation a été faite quand vous avez sauvé Nissan. Est-ce que vous pourriez nous donner un plan en 3 étapes pour rétablir cette alliance? Qu'est-ce que vous feriez pour remettre en place l'alliance? Une deuxième question. Quelle est votre perception sur Renault? Est-ce qu'ils vous ont jugé trop rapidement lorsqu'ils vous ont évincé? Quels sont vos sentiments sur Renault? Vous avez dit beaucoup sur Nissan. Alors premièrement, que ferais-je? Eh bien, je ne vais pas vous donner votre programme, mais je pense qu'il n'y a pas de programme sans solution. Et on peut toujours sauver la situation, quel que soit le problème. Alors, ce que je ferai, c'est très différent de ce qui est fait aujourd'hui, ça c'est sûr. Deuxièmement, je ne veux pas parler de Renault, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de Renault. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai quitté le Japon. Je vous explique pourquoi j'ai quitté le Japon et tout ce qui s'est passé au Japon, tout ce que j'ai vécu au Japon qui est lié à Nissan. Mais Renault n'est pas lié à toutes ces histoires. C'est pour ça que je ne parle pas de Renault et donc je ne veux pas parler de Renault parce que je ne veux pas changer le plan d'attention. Julien Fautra pour la radio RTL. On parlait de l'embauche de votre sœur. C'est peut-être une erreur, peut-être une faute, j'en sais rien. Ma question porte sur la moralisation du droit des affaires, Est-ce qu'on peut encore faire des affaires comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans? Non. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de suspicions sur la gouvernance, il y a beaucoup de règles. Tant mieux d'ailleurs. Mais il faut savoir que l'envers de ça, c'est qu'il y a une certaine agilité, il y a une certaine rapidité qui sera perdue. C'est tout. Mais
Mais maintenant, ce sont des choix. Les sociétés acceptent de dire ça va aller plus lentement, mais on va respecter les règles. Très bien. Avant, il fallait aller vite pour saisir des opportunités, mais pour aller vite, on était obligé de prendre un certain nombre de court-circuits. Moi, je ne dis pas du tout qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ce que je dis, c'est que une fois qu'on a défini les règles, à ce moment-là, il faut les suivre. Voilà. Mais c'est vrai que faire du business aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans, c'est très différent. Madame. Dr. Gon. Oui. Le procès du procès. Pardon. Oui, votre avocat nous a expliqué qu'il comptait faire le procès du procès et il nous a décrit les conditions que vous-même avez repris de votre détention. Et au Liban, certains nous ont dit qu'ils vous considéraient comme le Dreyfus de ce pays. Est-ce que vous allez contre-attaquer et comment? Ce sera ma première question double. Et la deuxième et la dernière, comment voyez-vous l'avenir? Comment est-ce que vous allez contre-attaquer? Comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous, en tant que Carlos Ghosn? Oui, alors attendez, moi je ne comprends pas la question, je suis le Dreyfus du Liban. J'ai pas compris, ça veut dire quoi ça? C'est les Libanais qui vous... Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça veut dire que vous êtes victime, ça veut dire que vous êtes victime d'une... Oui, ça veut dire que vous êtes victime d'une... Oui, tout à fait. Ils ont... Voilà, alors je voudrais savoir... Attendez, madame, quand vous voyez le film, non mais franchement, il faut... Non, je comprends que des gens ne m'aiment pas ou disent ah c'est tant mieux pour lui, etc. Il en a suffisamment profité, etc. Bon, je comprends ça. Mais quand vous voyez le film, une arrestation sur une non-déclaration d'un revenu non touché et non décidé, ça fait quand même un peu louche, non? Vous ne trouvez pas? D'arrêter un patron d'une grande entreprise sans même l'avoir convoqué pour lui dire écoutez, vous pouvez nous expliquer, on a tel document. Rien du tout. Vous allez en prison et après on commence à faire l'enquête. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? Bon, donc quand on dit que je suis victime, oui, moi j'estime que j'étais victime. J'aurais quand même eu le droit à une explication, à la limite qu'on m'arrête après. Je comprends. Mais on ne peut pas m'arrêter et après m'expliquer voilà les raisons pour lesquelles on vous arrête, alors que c'est même pas un crime. Enfin, je dirais, c'est pas moi qui le dis. Ce sont tous les professeurs de droit qu'on a consultés, y compris au Japon, qui disent on ne comprend pas que vous soyez arrêté là-dessus. Il n'y a jamais eu de cas avant. On n'arrête pas quelqu'un sur un cas qui n'a jamais existé, sur une interprétation d'une loi, alors qu'il n'y a eu aucun dommage pour l'entreprise. Mais l'argent n'a pas été payé. Où est le dommage? Vous voyez, c'est ça ce qui est incompréhensible. Alors attendez, on va prendre une dernière question. Je ne comprends pas. Ah oui, vous dites que c'est un problème d'éthique? Oui. Non mais attendez. Je vous pose la question, j'affirme rien. Oui, bon, je pense que mes juristes sont là, ils pourront vous expliquer quelle est la position. Je ne pense pas que c'était un cadeau, parce que moi j'ai tout payé. Donc on m'a dit, vous savez, de temps en temps, vous achetez une voiture, on vous dit, on vous offre, bon, vous achetez la voiture, vous payez ça, mais on vous offre ceci. Bon, est-ce que vous dites, ah, c'est un problème éthique, je ne peux pas accepter? Vous, si vous allez acheter une voiture, on vous offre une option, vous dites, ah non, monsieur, je ne peux pas accepter l'option, parce que moi, j'ai demandé disposer de la salle. J'ai dit, je prends vos traiteurs, je prends vos vins, je paye tout. Je paye tout. Je paye tout. Et ils m'ont dit, bon, vous offre la salle. Bon, moi, j'ai considéré que c'était un geste commercial, mais pas gratuit. Ça faisait partie d'un package que j'avais payé. Bon, et donc, voilà la situation. Alors maintenant, je découvre que ça a été réduit. C'est pas que Renault a payé, c'est qu'il y avait un crédit, d'ailleurs, qui n'a pas été utilisé par Renault, qui a été réduit de temps. Pour éviter tout problème, je dis que je suis prêt à payer, c'est tout. Donc je pense pas. Si je pensais qu'il y avait un problème d'éthique, je ne l'aurais pas fait. Ça, c'est sûr. Bon. Excusez-moi, Marie Linton de M6. J'ai été dans les prisons japonaises, j'ai beaucoup enquêté pendant 1 an sur le système judiciaire japonais. Vous décrivez la dureté du système judiciaire, vous décrivez la dureté de votre résidence surveillée. On a du mal à comprendre comment vous avez pu vous échapper si le régime de surveillance était aussi strict. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous ne craignez pas que le système judiciaire japonais devienne encore plus dur maintenant que vous vous êtes échappé? C'est-à-dire que d'autres ne bénéficient pas d'une libération sous caution, par exemple. Oui. Moi, franchement, je peux vous dire que si on m'avait donné les signaux d'un fair trial, si on a laissé ma femme venir vivre avec moi, j'avais aucune raison de quitter le Japon. C'était l'endroit, c'était l'endroit idéal pour me défendre. Le Japon est l'endroit idéal. C'est là où l'accusation est venue, j'étais prêt à me défendre. La seule chose que je demandais, c'est qu'on me donne un petit peu d'espoir que j'allais être traité de manière fair. C'est tout ce que je demandais. Et que d'un autre côté, je ne comprenais pas pourquoi
Non seulement on m'interdisait de voir ma femme, incompréhensible, mais le fait que j'étais interdit de voir ma femme, j'ai compris que le président Macron en avait parlé au Premier ministre Abe, je sais que le président libanais en a parlé au Premier ministre Abe, il y a plein de gens qui ont parlé au Premier ministre Abe. Bon, ça n'a eu aucun effet. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis maintenant, cette affaire de demande d'arrêt pour Carole, parce qu'ils disent, on soupçonne qu'elle n'ait pas dit dans sa déclaration d'il y a 9 mois qu'elle connaissait quelqu'un qu'elle avait rencontré. On lance un mandat international d'arrêt contre une personne pour ça? Enfin, je ne sais pas, moi, si ça vous paraît normal, moi, ça ne me paraît pas du tout normal. Je me dis, il y a une charge ici, il y a une concentration qui est extrêmement préoccupante. Alors, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On a encore, moi j'ai beaucoup de chaînes télé et d'interviews à faire. Je voudrais qu'on arrête. Oui, le document. Où est-ce qu'il est, mon document? Oui, vous l'avez amené. Hein? Elle est là-bas, mon porte-bonheur. On va revenir, ok? On revient, donc tu viens. Et je suis ravie qu'il est là. Et je suis ravie qu'il y ait plus de chance de s'exprimer. Non, ça va.